parce que, voilà, c'est bien de situer un petit peu cet atelier. C'est vrai que on est là pour aider les adultes, en fait, on l'a entendu ce matin, à, à aller vers l'autodétermination, c'est un bien grand mot, l'autodétermination qui est pensée comme l'acquisition progressive, il a dit Elias d'ailleurs très bien, de libre choix dans des domaines qu'il choisit. Alors, il y a un truc important qui m'est arrivé, que j'ai senti ce matin, il n'est jamais trop tard. Là, on est des parents de tous âges, d'adultes de combien déjà, de 24 et plus. Plus de 25, on a dit. 25 et plus, voilà. Donc, de tous âges, il n'est jamais trop tard. Un chemin, il n'est pas tracé à vie comme ça un jour. Alors, un constat rapide, c'est vrai, c'est quelques ans aujourd'hui. Les enfants, les jeunes adultes actuels ne sont pas comme la vieille Elias, la nouvelle génération. Hein, c'est pas là. C'est pas ceux d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, c'est évident. Les trajectoires ont été modifiées parce qu'il y a un accompagnement médical beaucoup plus présent, extraordinaire. Et puis, des parcours scolaires, des acquisitions qui se rapprochent pour beaucoup, souvent de la moyenne. Mais pourtant, on est encore trop souvent, vraiment trop souvent, confronté à un nombre de situations complexes, dramatiques parfois, à l'adolescence et à l'âge adulte. On ne peut pas se le cacher, il y a encore des situations qui sont très, très difficiles à vivre. Alors pourquoi? Bon, je vais être très rapide, les hypothèses, on les connaît. Un cadre qui a été mis en place très tôt, qui d'un seul coup va être mis à mal, alors justement l'arrivée dans cette pseudo-liberté, et d'autres raisons d'ailleurs, l'absence de cadre aussi, ça s'entend, hein. Et du coup, absence de cadre, c'est-à-dire que la toute-puissance de cet adulte, il va se révéler, elle va se révéler, et on est écrasé. C'est ça. Aucun jugement derrière tout ça, c'est des constatations, des faits, par lesquels on passe d'ailleurs peut-être tous plus ou moins. La personne aussi, c'est important, il l'a dit aussi Elias, je vais me référer à lui beaucoup, la personne est l'objet de discours depuis qu'elle est là. Hein. On pense pour elle, on parle pour elle, on décide pour elle. On ne se rend pas compte à quel point on est intrusif comme ça. Donc, peu de place lui est laissée pour s'exprimer. Et il y a aussi les capacités, en fait, les contradictions entre les capacités de la personne, réelles ou supposées d'ailleurs, et puis ses désirs d'autonomie. Hein, comme on a entendu tout ça ce matin. Donc, c'est des hypothèses. Et concrètement, il faut dire aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose comme choix de vie à tous ces jeunes? Dans le champ du médico-social, on sait tous, foyer de vie, femme, masse, exact, avec des limites que l'on connaît très bien. Rarement un hébergement dans un domicile propre ou un habitat partagé. Rarement un travail en milieu accompagné, ordinaire, on n'en parle pas. Donc, en fait, l'adulte, dans le parcours, a pu être proche de la moyenne pendant un certain temps. Il va finalement se révolter devant les perspectives qu'on lui offre, lui qui rêvait d'une vie comme tout le monde, par laquelle il croyait, et les parents aussi. Alors, heureusement, cette nouvelle génération qui arrive, ces grands adultes aussi, qui soudain trouvent une place dans la société, des adultes qu'on croyait un peu paumés, pas perdus, mais en difficulté, d'un seul coup, ils vont trouver une place. Et ils s'y épanouissent. On a quelques exemples comme ça. Et ça donne un espoir extraordinaire. Donc, il faut y croire. Il faut toujours faire le pari que tout peut bouger. Moi, c'est un truc auquel on s'est toujours accroché, enfin, François et moi, d'autres. Ce pari que tout peut bouger, que chaque histoire de vie n'est pas linéaire, hein, mais se construit par tranches. Voilà. Les tranches, elles sont plus ou moins longues, plus ou moins agréables, plus ou moins la société là. Et c'est vrai qu'au bout du compte, trouver une place quand on a tout ça dans la tête, c'est pas un projet de vie à part entière. Ça faut l'avoir en tête aussi. Alors, comme vous le voyez, beaucoup de thèmes pour pouvoir être abordés, discutés. Bon, je l'embrasse des idées. Hein. Connaissance de sa maladie et adaptation à sa maladie. C'est-à-dire ne pas être dans le déni de parents et jeunes et professionnels, ne pas être dans le déni de cette maladie qui existe et qui est là. Hein. Et Elias, des fois, il me tape sur l'épaule, le salaud, bah oui, il est là. Hein. Et accepter les limites et les besoins d'accompagnement. Écouter plus la personne. Je crois que c'est un truc sur lequel on est très conscient. L'aider à cerner ses goûts, ses désirs, les exprimer. L'aider à avoir des projets, avoir un petit projet, même à moyen terme, à court terme, ça change la vie. On vit tous avec des projets. Oser prendre des risques. Hein. Imaginer la diversité des possibles.
voyez, tout ça, c'était du vrac, mais c'était vraiment des idées que je lance comme ça. Alors, je vais m'arrêter, parce que sinon je vais parler toute la matinée. Je vais vous laisser la parole. Il y a plusieurs professionnels là, qui sont avec nous, qui vont se présenter. Je les laisse faire, et puis après, la parole est à vous. Les questions, après, moi, je les laisse faire. Je vous écoute. J'interviendrai. Hein. Merci beaucoup. De rien. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il marche celui-là? On peut appuyer derrière. Non, il y a un truc comme ça, voilà. Bonjour. Donc, Christine Poitou, je suis médecin au centre de référence maladies rares à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, je m'occupe d'adultes. À partir de l'âge de 18 ans, en transition de pédiatrie. Moi, l'expérience que je vais pouvoir partager avec vous, c'est plus sur le suivi médical. Mais enfin, néanmoins, je suis aussi témoin de la trajectoire de ces jeunes adultes qui deviennent adultes et puis qui vieillissent. Donc voilà, je suis là aussi pour échanger avec vous, répondre à certaines de vos questions. Ce qu'on avait dit, Marie-Odile aussi, qu'il fallait bien redire, c'est que c'est pas une consultation médicale aujourd'hui, c'est pas une consultation individuelle. Voilà. Je ne répondrai pas individuellement aux problématiques d'une personne parce qu'on n'est pas là pour ça. Et on fait une consultation, mais par contre, pour pouvoir donner des exemples et en tirer une expérience, ça c'est possible évidemment. Voilà. Alors moi, je suis Grégoire Bienvenu, je suis psychiatre à Toulouse, au sein de l'équipe le centre de référence. Ça fait 4 ans que je suis dans cette équipe-là. C'est un poste qui a été créé il y a 4 ans avec l'idée d'accompagner la transition. Donc moi, je reçois des grands adolescents avec Madame Sabel, ma collègue pédopsychiatre. Je suis aussi pédopsychiatre. On reçoit ensemble les patients qui ont 16, 17, 18 ans. Et sur le versant adulte, à l'hôpital Larrey et Rangueil, avec mes collègues Dr Montastier et Dr Grunenwald, je les reçois en consultation tous les ans. Voilà. Donc, on peut préciser également que ce qui est compliqué dans cet exercice-là, c'est que forcément, des fois, on fait des réponses un peu généralistes. Vous faites chacun de ce retour à pas. Il y a des nuances et des variations propres à chaque histoire et à chaque situation. Donc voilà, on fera peut-être témoignage pour ma part d'une expérience qui est celle des 4 ans, mais qui peut-être vous paraîtra un peu simpliste, caricatural ou à l'opposé de tout ce que vous avez vécu. Mais bon, c'est aussi le jeu. Je vous remercie. Bonjour, je suis Sandrine Carabou, je suis la pilote de l'équipe relais handicap de France. Les équipes relais, donc je représente l'équipe relais Île-de-France, mais les équipes relais ont couvert l'ensemble du territoire français, les dom-tom. Nous sommes des équipes où on fait de l'accompagnement individuel, mais sur les situations les plus complexes. Dans le champ du handicap rare, on n'accompagne pas que des personnes avec un syndrome Prader-Willi. Et puis aussi, on est de plus en plus mandaté et en lien avec les agences régionales de santé et les MDPH et toutes autres instances, des départements ou autres, pour accompagner la transformation de l'offre, puisque l'idée, et notre seule et unique mission, c'est éviter les ruptures de parcours pour les personnes qui relèvent de handicap. Donc, toute notre mission, que ce soit sur la transformation de l'offre, sur les accompagnements individuels ou sur les actions collectives, on conduit de plus en plus des sensibilisations sur les syndromes de Prader-Willi, entre autres, mais aussi d'autres, sur la communication alternative. On va réfléchir à en conduire aussi sur l'accompagnement autour de l'autodétermination, qui est terminé aujourd'hui. Et donc, toutes les actions qu'on mène, c'est au service d'éviter la rupture de parcours et de la prévenir. Bonjour, je suis André Nérigui, je suis pharmacien, j'exerce sur l'hôpital Marin-Landaï. On s'occupe essentiellement d'accueillir des adultes du syndrome des syndromes de Prader-Willi. Et je coordonne surtout tout ce qui est éducation thérapeutique. Donc, parler d'autodétermination, justement, c'est quelque chose qui fait partie du cœur de l'éducation thérapeutique, puisque on parle des envies, des besoins des patients, et on essaie forcément de l'accompagner au mieux dans son parcours, dans celui qui souhaite rendre. Je suis Julie Tricot, je suis psychologue à l'hôpital Marin-Landaï. Je rencontre lors des séjours des adultes à Angers qui sont des séjours d'1 à 2 mois. Je rencontre des personnes qui le souhaitent en individuel, et aussi on propose dans le cadre de l'éducation thérapeutique, on propose des ateliers de régulation émotionnelle. Donc, pour lesquels on a élaboré des outils. Je vous présenterai rapidement sur cet après-midi, vous pouvez emmener aussi avec moi pour montrer aux personnes qui sont intéressées. Parce qu'on sait que c'est aussi une des dimensions on sait que c'est une des dimensions qui est compliquée à créer dans le quotidien et qui a besoin d'être
d'avoir une attention vigilante et un étayage aussi après par tout l'entourage, que ce soit les professionnels dans les établissements, par les familles, et puis à chaque moment de la vie, on les apprécie. Donc, après, on verra par rapport aux questions que vous pouvez avoir. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer, poser une question? Parce qu'il faut toujours que quelqu'un se lance. Ah, vous avez un micro, vous parlez fort, ça va? Prenez le micro, attendez. Ouais. Voilà. Je pense que tous les trajets uniques, un dimanche, qui avalent mais qui ne marchent pas. Parce que je vois que ma fille, et je pense pas que c'est un cas unique, mais elle avale, elle boit de l'eau théophilique. Et c'est un cas unique, c'est pas un cas unique. Une déglutition. Là, je vous laisse répondre. Elle est adulte, hein, votre fille. il y a peu de Oui, temps, bah, ouais. ça c'est très classique effectivement dans le syndrome. Oui. Il y a des troubles de la déglutition qui ont été démontrés dès qu'ils sont tout petits en fait, et qui persistent à l'âge adulte. Hein. Ah oui. Voilà, donc c'est vrai que on observe ça. Alors des troubles du comportement alimentaire classique, mais aussi ces troubles de voilà sans mâcher qui peuvent parfois même être un petit peu embêtants parce qu'il y a des fausses routes. Alors ça peut se prendre en charge, hein, se rééduquer, voilà, il y a des techniques, notamment avec les orthophonistes. Ça fait vraiment partie du syndrome. Vous avez tenté l'orthophonie parce qu'elle est... Oui, c'est l'orthophonie. Mais oui, c'est ça. Mais peut-être pas pour la déglutition. Non. Sont petits, les orthophonistes, je sais pas, il y en a pas. C'est vrai qu'on travaillait aussi avec les orthophonistes qui avaient travaillé beaucoup aux orthophonistes. Je pense qu'ils sont intervenus avec déjà dans le cadre du colloque avec nous et font un travail très spécifique autour de l'oralité et très précocement parce que c'est la sphère orale qui est technique et qui a besoin à plein de niveaux en fait d'être rééduqué. Donc en général, quand ils travaillent le langage, ils travaillent aussi. Et c'est difficile peut-être aussi des fois de maintenir les progrès et les efforts. On voit ça, il y a souvent besoin de revenir sur des choses qui ont déjà été un peu acquises dans quels que soient les domaines pour revenir relancer quelque chose d'une motivation qui peut s'arrêter un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir dans tellement de secteurs que s'il n'y a pas des personnes ressources à côté qui viennent relancer parce que sinon le parent tout seul c'est très lourd. Des moments maintenir l'activité physique, accompagner l'alimentation, accompagner les émotions, accompagner la scolarité, les liens avec les différents professionnels. C'est très éprouvant. Alors, Oui, je vais compléter ce que le papa, c'est Laura. Oui. J'ai reconnu ta voix. Je ne me souviens plus de son prénom. Parce que ce que tu viens de dire, moi, la semaine dernière, tu vois, c'était arrivé une fois aussi, j'avais, Franck, je venais d'être à période, et j'ai remarqué que des fois, il me se plaignait de gros maux de ventre. Et donc, il a tendance des fois à pas avaler, c'est un truc classique qu'on connaît tous, dire mange moins vite, mange. Quand il est avec nous, donc, comme les parents, on s'occupe de la viande. Je me fais attendre entre les plats, mais je ne fais pas la méthode en live, je ne fais pas le plateau. Non, c'est vrai, donc, ça, par petite France. Et la semaine dernière, donc, le lundi, il se promène, et d'un seul coup, on est un parc, on a coché. Et le mercredi, on avait rendez-vous avec le médecin. Excuse-moi, je suis désolée de t'arrêter, mais on a Moi, j'en ai pour quelques secondes, madame. Vas-y. Voilà. Et donc, Franck, il a très mal au ventre, et le médecin lui dit, vous inquiétez pas, c'est, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il a encore en ventre, voilà. C'est quand les gens mangent trop vite, ils avalent beaucoup d'air, et après ils ont des maux de ventre. Ce que vous mettez en évidence, c'est ce qu'on décrit classiquement, hein, donc c'est ce que vous disiez, donc le manger très vite, et puis des douleurs abdominales. Alors les douleurs abdominales, c'est quand même un symptôme sur lequel on fait attention dans le syndrome, puisqu'il y a aussi des troubles de l'innervation digestive, et donc on peut avoir des problèmes de transit, de constipation importante, voire de ce qu'on appelle le syndrome occlusif, hein, ça arrive. Donc c'est vraiment des symptômes qui doivent nous alerter. Voilà.
Et nous, en éducation thérapeutique, on travaille aussi avec des patients on a des ateliers théoriques, certes, mais on travaille beaucoup sur des pratico-pratiques. Donc, on les met en position, en situation, on va dire, de vie sur un self, par exemple, et on mange avec eux. Et donc, du coup, c'est le moyen comme ça d'aborder des techniques de mastication qu'il faut compter une fois avant d'avaler, etc. Des quantités, on essaie justement de jouer sur combien d'aliments je dois porter à la bouche pour essayer justement de créer, on va dire, un automatisme, parce qu'il fonctionne beaucoup avec des automatismes, et une fois que vous arrivez à créer un automatisme, et s'il est acquis, on peut progresser comme ça. Donc nous, les équipes soignantes, ensuite, au niveau des services, justement, relaient ces informations pour justement essayer d'être dans une habitude de routine quotidienne. Donc, ils peuvent progresser dans leur façon de manger, dans leur. Oui, par contre, je pense ce qui est important, c'est qu'il faut régulièrement rappeler quand même. Hein. Alors ça, après, je pense qu'il y a des petits trucs à leur donner. Ils ont pris l'habitude, mais on n'est pas du tout. Et après, ils gèrent tout seul. Donc, c'est qu'en fait, leur donner les moyens d'y penser et d'agir. Hein, voilà. Peut-être rajouter que là, on a forcément tronçonné en différents ateliers, enfants, ados, et cette problématique, elle concerne tous les tranches d'âge, hein, voilà. Et peut-être aussi préciser que si on reste dans les lignes un petit peu de force que tu as ciblées, notamment sur l'élaboration des projets, dire que ça fait partie d'un des points quand on élabore un projet dont il faut tenir compte, dire aux professionnels qui reçoivent ces patients-là, aux collègues médecins qui n'ont pas forcément notion que vous racontiez de ce qui peut se passer, que c'est partie intégrante du problème Prader-Willi. Dire aussi que bon, Elias parlait de nouvelle génération, mais à l'heure actuelle, nouvelle ou ancienne génération, entre guillemets, un problème qui est commun à tous, et c'est un problème sur lequel peut-être pas revenir. Hein, donc il y a ce côté récurrent dont il faut tenir compte, comme on l'a dit. Hein, des fois il faut revenir, des fois il y a des retours en arrière. Voilà, et du côté psychiatrique, pour conclure dire toujours en tête que quand on prend des médicaments psychotropes, hein, ça peut venir majorer également ces troubles de la déglutition. Voilà. Et les troubles du transit. Et également la constipation, hein, on réveille le ventre d'un patient à qui on introduit un psychotrope. Attends, il y a pas de bien. Je voudrais témoigner des rebelles dans les décisions politiques sur les financements. Hélène a ma fille à 40 ans, elle vit à son domicile depuis une vingtaine d'années, avec beaucoup de professionnels. Ma fille de vie professionnelle, elle est chez elle à domicile. Depuis 4 ans, avec un PCPE, on était arrivé à créer une équipe qui tenait la route, avec un maillage qui était fonctionnel. Des relais, un travail de relais, de synthèse régulière. Et en mars de cette année, l'ARS a décidé d'arrêter le financement du PCPE, de donner le budget comme les années d'avant, ce qui a arrêté pour moitié le financement du diététicien, arrêté complètement le financement d'éducatrices spécialisées, de l'éducatrice à part. Donc, pour que l'accompagnement soit adapté à l'âge, je finance ces interventions-là. Et la MDPH ne prend pas le relais. Il y a aussi un fauteuil électrique Roller Hélène arrive à 180 kg. Il n'y a personne pour le financer, ni la Sécu qui se défausse, ni la MDPH. Le fauteuil qui a été essayé chez elle, plus de 4 000 €, il n'est pas adapté. Donc, a priori, il faudrait faire un fauteuil. Comment on fait quand on n'a pas de finances pour accompagner son enfant adulte pour qu'il y ait quand même une vie digne à domicile. Et quand tout à l'heure je parlais de société déliquescente, où est l'humanité et l'intérêt pour le sujet. Voilà, donc c'est quand même très compliqué. On a beau avoir la volonté depuis 40 ans de trouver des solutions. Heureusement qu'il y a des professionnels qui sont engagés, parce que sinon c'est pas jouable, évidemment. Mais même avec ces professionnels, et il y a des professionnels. Alors, ce que je trouve, je vais peut-être continuer un petit peu, vous m'arrêtez, parce que
il y a l'État crée des nouvelles structures pour répondre au manque. Au manque. Quel manque? Parce qu'il n'y a pas de relais. Les professionnels ne se parlent pas suffisamment entre les uns et les autres. Donc, on crée une nouvelle structure. Le cabinet d'infirmier ne fait pas son travail de surveillance tel qu'il est demandé. Donc, il faut appeler une structure avec une infirmière spécialisée qui, elle, va faire du relais. Non, mais c'est complètement absurde. Une clinique diététique qui fait des séances d'aquagym. Elle leur dit, ça va trop vite, c'est trop difficile pour moi. Leur solution, c'est de dire, tu n'y vas pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je contacte la directrice, je contacte le médecin, et on a organisé une réunion entre les professionnels à domicile et ces gens-là. Mais c'est une dépense d'énergie folle. Si les gens faisaient leur travail correctement, s'ils étaient accompagnés dans leur travail, on est tous d'accord, hein. À intervenir de cette façon-là. Je suis d'accord. Non, je fais une réponse courte parce que je fais le même délai. Et c'est pas faute, effectivement, d'avoir des appuis, puisque même avec un centre de référence qui fait des courriers disant la nécessité, voilà, on fait pas tellement bouger les lignes. Non, ça souligne, je trouve, effectivement, comme vous le dites quand même, et aussi parce que votre fille aussi, finalement, dans un processus un peu de vieillissement, etc., avec finalement un peu de plus en plus besoin d'aide, on est quand même dans des structures avec des nécessités d'accompagnement très personnalisées que l'on n'arrive pas vraiment à obtenir. Je suis d'accord avec vous, en tout cas adaptées à ces spécificités et ces besoins. Je fais juste le constat comme vous, malheureusement. Et j'ai pas trop de solutions, mais on en est bien conscient. J'aimerais. Alors, les équipes relais, on essaye de se positionner en facilitateur, et on n'est rien de plus que des facilitateurs et des équipes d'appui, ou comme vous dites, une équipe supplémentaire qui coordonne. Néanmoins, il y a quand même nécessité de coordonner quand il y a plusieurs intervenants autour d'une situation. Donc l'État, et suite à ce que disait Denis Piveteau ce matin, suite au rapport de Denis Piveteau, a mis en place un certain nombre de choses qui fonctionnent malheureusement différemment en fonction des départements. Donc moi, je peux uniquement parler de ce qui se passe sur l'Île-de-France, même si on échange entre différents pilotes ou avec des partenaires. Le CNES est dans la salle, vous interpellez, vous êtes des spécialistes. L'idée, c'est de faire une demande autour de la réponse accompagnée pour tous. J'imagine bien que ça a été conseillé et fait. Et donc, normalement, je peux dire que ça, normalement, il devrait pouvoir vous apporter une réponse et un complément. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plein de systèmes qui se sont mis en place. Les PCPE, les pôles de compétences et de prestations externalisées, fonctionnent différemment en fonction des départements. Par exemple, ça ne va pas vous satisfaire, loin de là. Et c'est normalement du temporaire pour accompagner sur 1 an, 2 ans maximum, jusqu'à une solution acceptable qui permette de stabiliser les choses. Le système aujourd'hui est tel parce qu'il y a un réel défaut de place et un réel défaut d'ouverture d'accompagnement sur des modalités différentes qui peuvent répondre aux besoins des personnes, comme peut-être des choses plus séquentielles ou des choses 365 jours sur 365. On voit que dans les personnes qu'on accompagne, que ce soit les personnes ou les familles, on peut avoir ce type de demande. Soit un accompagnement une journée par semaine, soit un accompagnement d'une totalité en internat, parce que le rythme de la personne, le souhait de la personne, les possibilités d'entourage sont ceux-là, et qu'il y a une nécessité de prise en charge et d'accompagnement plus complet. Donc aujourd'hui, il y a un défaut de place. Et ces systèmes qui sont mis en place auraient fonctionné beaucoup mieux si on n'avait pas ce défaut de place. On ne peut pas leur demander de combler un défaut de place. Mais elle n'est pas demandeuse de changer de balle, elle est chez elle, avec son chat, et elle est bien. Alors, c'est sur la partie que j'ai peut-être pas suffisamment développée, où en fait, aujourd'hui, les structures, et nous, on est un dispositif, donc on n'accueille pas, on tend vers ça. Il faut vraiment qu'on repense les choses autrement et permettre un accompagnement plus qualitatif des personnes quand elles ont fait le choix d'être à domicile ou d'être dans des appartements inclusifs. Je sais que ça va être la thématique, donc j'en profite parce que j'ai une micro, on ne le plus. Mais la question des habitats inclusifs, c'est très intéressant, mais il faudra surtout pas oublier l'importance de la coordination au sein de ces habitats et que c'est pas une petite prestation.
Alors, on peut, je suis une administrative aussi, hein, on peut mobiliser les PCH, etc., et les mutualiser, mais il va vraiment falloir qu'on pense quand même une partie de l'accompagnement comme un accompagnement institutionnel hors les murs, parce qu'il y a cette nécessité pour protéger les personnes, et que ça peut pas être que la mobilisation des PCH. Mais en attendant, on fait comment? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à déposer un dossier auprès de la défenseuse des droits? Oui, oui, oui. De toute façon, oui. C'était dans une démarche. Ça, je peux pas m'engager. Au niveau national, on peut faire un groupe de réflexion sur ce sujet-là, mais c'est pas possible de laisser les choses en état. Il y a une démarche en ce moment qui est tout juste initiée par la filiale, le collectif déficience intellectuelle, qui a dû envoyer à la ministre chargée des personnes en situation de handicap et tout ça, pas un état des lieux, mais voilà où on en est. Le nombre de situations, comme tu cites pour Hélène, malheureusement, il y en a. Il y a des jeunes qui s'en sortent bien, qui arrivent à vivre une vie presque ordinaire, et d'autres, en effet, pour lesquels c'est devenu effrayant. Donc, ces situations, faut qu'elles remontent. Il y a une directive qui vient de sortir au niveau de la HAS, c'est une directive, là encore. Donc, c'est des bonnes pratiques qu'on pousse à mettre en place dans les institutions. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, hein. On fait comment? Avec quels moyens? C'est là qu'il faut, je pense, que les associations, pas nous tout seuls, mais des associations se regroupent, genre avec le collectif DI ou d'autres, les FISA, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là. Il faut absolument qu'il y ait maintenant un mouvement vers une autre façon d'accueillir et d'accompagner tous ces jeunes, et plutôt en ayant quand même en tête qu'il n'y a pas forcément les structures médico-sociales. La preuve, c'est qu'il peut, mais il peut y avoir aussi des choses à côté. Et puis même en étant dans une structure médico-sociale, on peut avoir une vie quasi ordinaire à côté. Vous voyez, je crois que ça fait 20 ans qu'on existe, qu'on est là, comme nous, en toute association, et on voit un peu nos limites. On n'a pas, il faut redémarrer des démarches il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, tout le monde s'y met. Que ça soit collectif, je n'ai pas écouté M. Piquet ce matin, je n'étais pas là, je me suis occupée, mais je pense que le collectif, il a dû assister là-dessus. Enfin, normalement, c'est là, je pense, parce que c'est un peu dans ces... Mais l'idée surtout des nouveaux dispositifs, des nouvelles ouvertures, c'est en complément. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas se créer à la place. Voilà. Aujourd'hui, on voit que on va créer le mot m'échappe, une unité un peu renforcée, spécifique, ou une équipe mobile, par exemple, une équipe mobile, mais elle va remplacer 4 places. Non, c'est pas pour remplacer 4 places, c'est une équipe mobile où les nouveaux dispositifs, ils doivent venir en complément pour que les personnes puissent être accompagnées dans leur choix de vie et avoir des renforts et des possibilités d'ouverture vers l'extérieur. Et je vais prendre aussi la casquette des structures, c'est-à-dire que les structures, globalement, c'est pas qu'elles veulent pas le faire, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Quand on a une personne, un professionnel pour 4, il peut pas, ce qui est une moyenne, il peut pas se permettre de sortir avec une personne et de laisser les 3 autres. Voilà. Donc il y a vraiment cette nécessité d'accompagnement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a des associations qui commencent à mettre en place des assistants au parcours de vie. J'étais à Lyon avant-hier. Bon, faut regarder un petit peu, hein, parce qu'il ne faut pas toujours s'emballer sur tout ce qui est nouveau. Les institutions envoient leurs professionnels en formation. Ça veut dire dégager du temps. Il faut pouvoir dégager du temps. Il y a une question là. Tu parles fort ou on t'envoie le micro? Ah, excuse-moi, il y avait Nicole. Il y a aussi la dame là. Moi, j'entends mal, donc peut-être il y a peut-être des choses que j'ai dites. Ma fille a 38 ans, elle a la chance d'être reçue dans un établissement qui est le CERMES à Dombasle, et le personnel du haut-en-bas, tous sont très attentifs aux projets, aux désirs, ils s'adaptent au fur et à mesure à leur manière de faire, la dose de travail, la dose de loisirs. C'est vraiment, ils sont formidables. Mais Prader-Willi reste Prader-Willi. Ma fille me redit sans arrêt, c'est pas un cadeau que vous m'avez fait en me donnant ma vie. C'est très dur ce que je veux dire. Et finalement,
je sens, malgré tout ce qu'on a pu faire et que le relais du CRMS peut faire, une énorme frustration. Ne pas pouvoir manger ce qu'on aime quand on veut, dans la quantité. Bon, c'est très dur à vivre. Et elle va compenser ça, et ça nous rend la vie à tout le monde impossible. Elle chaparde. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? C'est Alors, avant que quelqu'un réponde, tu vois, Grégoire, peut-être. Merci. Dans les adultes, j'en connais beaucoup. C'est vrai qu'ils ont des comme ça, des poussées de ras-le-bol. Pourquoi tu m'as fait comme ça? On a tous entendu. Pourquoi tu n'as pas monté? Ça va jusque là, d'accord. On est d'accord. C'est très violent, on se prend ça dans la figure. Ben oui. Et en même temps, ils sont capables de vous dire, je dirais 3 jours après ou 2 heures après, qu'est-ce que je suis heureux? Tu ne crois pas qu'on est heureux quand même? Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut aussi prendre la part des choses. Ils arrivent à avoir des bons moments, et puis il y en a qui vivent mieux que d'autres. C'est comme dans une société, on est tous différents. Il y a des gens qui vont mieux vivre un truc qu'un autre. Il y en a qui sont exactement comme Myriam, il y en a qui sont, nous séduits, ils n'arrêtaient pas de nous dire, il y a quelques années, quand même, je suis drôlement heureuse. Alors que des années avant, elle m'a dit pourquoi tu n'as pas avorté. C'est pour ça qu'il y a aussi des étapes dans la vie, dans leur vie, dans la nôtre et dans leur vie, qui sont vraiment. Il ne faut pas s'accrocher à un mot et une période. Parce que quand je dis par tranche, il y a des tranches. ça, c'est temps sur 38 ans, c'est pas une Voilà, nous, c'était 48 ans. 48 ans, moi. Vas-y, Grégoire. Non, il n'y a aucune bonne réponse qui vous satisfera, qu'elle soit clinique ou qu'elle soit institutionnelle. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution, en tout cas, moi, de ma place, que une réponse toute faite à vous donner. C'est ce que je disais dès le départ, tout est différent selon les lieux, selon les personnes, selon les moyens mis à disposition. Moi, j'aimerais peut-être insister sur le fait, ce matin, il y a la maman de Maïa qui a pris la parole. Je trouve vraiment, même si c'est coûteux, même si c'est douloureux parfois, je trouve que la créativité dont peuvent faire preuve certains dispositifs, certains professionnels, certaines familles également, même si ça coûte, même si c'est long, même s'il faut la bonne rencontre, ça se joue à ça, hein, c'est comme tout. Ça peut donner espoir, je pense. Moi, je n'ai pas l'impression que les institutions sont faites pour spontanément venir vers le bas, se questionner sur ce qui se passe, mais c'est plutôt l'inverse, c'est par capillarité, c'est quand ça remonte que ça fonctionne. Et je dois avouer qu'à ce niveau-là, moi je me questionne beaucoup sur l'association Trisomie 21 ou sur ce qu'ils ont pu penser, réfléchir en termes d'intégration, d'autonomie. Je le vois pour une patiente pour laquelle j'ai eu encore un appel hier, qui est suivie sur un SAMSA Trisomie 21 à Toulouse, et où on voit que ces questions-là de comment faire différemment, comment s'adapter au mieux, se pose avec une acuité tout à fait différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Hein. Il y a vraiment un état d'esprit, je pense aussi, en complément des moyens disponibles. Il faut être un peu, c'est simple à dire, hein, un peu de filouterie, un peu inventif. Mais après, c'est sûr que la filouterie, l'inventivité, quand il n'y a pas le bon fauteuil comme on voudrait, c'est bien beau, c'est très joli à lire, mais ça n'avance pas trop. Mais juste dire que tout de même, je pense qu'on a tous à notre niveau, à un petit niveau, un rôle à jouer dans ce qui peut être possible de proposer aussi aux instances en termes de modèles. Voilà, ça marche. Maya, par exemple, je travaille une biocoop, mais oui, moi, sur la filiale qui connaît à Toulouse, c'est sûrement la seule qui le fait, hein, et ça pose des questions. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Voilà. Oui, en fait, je rejoins ce que tu dis et par rapport en fait, vous mettez le doigt sur l'obsession alimentaire et sur le cadre qu'on leur impose très rigide, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je pense qu'il faut arriver à atteindre un but qui serait un encadrement, mais avec du plaisir à manger quand même. Et c'est exactement aussi ce que vous dites, où on est finalement là sur une situation où finalement il n'y a même plus de plaisir à manger, quoi. Ils ont devenu formidables, ils le disent. C'est très, très bien fait. Elles se sont quand même frustrées. C'est ça qui est. Parce qu'elle est frustrée parce qu'elle rêve d'être championne de olympique de cheval. C'est pas que l'alimentation. Oui, d'accord. Elle se heurte à ses limites affectives. Elle est frustrée parce que elle aimerait avoir une famille et des enfants. Elle est frustrée parce qu'elle est fragile. Et ça se traduit
en gâchant la vie de tout le monde et la sienne en premier, par ce chapardage. Parce qu'elle en a conscience. Avec une âme, elle a conscience. Ah bah oui, bah, ils Elle a sûrement une culpabilité, hein. cogitent, hein. Cogitent. On observe, il y a cette question du plaisir Ouais. qui du coup pas forcément de trouver de la façon idéale dont on fait dans la nourriture. Du coup, il y a des déplacements forcément par rapport à qu'est-ce qui va me procurer du plaisir. Et nous, on voit dans les personnes qu'on accueille, pour certains, ça va être voilà de posséder des choses qui après une fois qu'ils les ont, bah, finalement c'est plus très intéressant. Pour d'autres, ça va être le plaisir autour de la sexualité pour certains, d'autres autour de la cigarette, du tabac. Vous voyez, en fait, il y a certains profils comme ça qui vont focaliser sur une autre source de plaisir. Et c'est vrai que des fois, c'est des amener peut-être à diversifier au travers de quoi d'autre je peux avoir du plaisir. Parce que là, du coup, elle cherche qu'est-ce qui va pouvoir lui faire plaisir et elle trouve pas. Et elle se heurte à ses limites. Et en plus, ça lui amène pas du plaisir, ça lui amène des complications. Et c'est souvent ça les expériences qu'ils font. Et donc peut-être c'est vrai que cette question du plaisir, nous, elle nous dérange un peu souvent aussi entre professionnels parce que voilà, plaisir, ben, la nourriture ils peuvent pas, sexualité, ben ils peuvent pas parce que leur limite. Posséder des objets, ces consommateurs s'ils veulent, je sais pas, faire des collections, c'est pas non plus. Enfin, en fait, à chaque fois qu'ils proposent ou qu'ils essayent de trouver quelque chose, on est un peu à limiter, voilà, et finalement eux aussi ça leur convient pas non plus. Et ce qu'ils recherchent, c'est aussi voilà, qu'est-ce qui fait plaisir aux autres. Ils regardent autour d'eux en général ce qui fait plaisir. Alors, ça a l'air d'être la famille apparemment, mais qu'ils voudraient bien ça et que c'est pas possible de la façon dont ils le voient pour les autres. Et en fait, c'est tout ce travail vraiment d'acceptation intérieure qui est très douloureux. En fait. Et plus les personnes elles ont un bon niveau de compréhension, plus elles sont en souffrance. Moi, c'est vraiment clair, hein. ça que je vois tous les jours quand ils sont avec moi dans mon bureau et ils déposent ça. Et c'est pas du tout les mêmes choses qui font souffrir quand on a cette finesse de compréhension et d'observation du monde qui nous entoure. Que quand ben voilà le niveau est plus immature et du coup plus axé sur certains besoins plus élémentaires qui vont être plus faciles à combler et du coup on va plus facilement stabiliser certaines choses et faire que la personne elle se sente bien dans cet environnement qu'on lui propose. Et donc à chaque fois qu'il y a d'autant plus qu'on va être à l'écoute de l'autodétermination et qu'on va se rapprocher d'autant plus de ce qui va être au plus près de ce que la personne voudrait, ben on va aussi s'approcher de ce qu'elle n'a pas. Et la confronter à des échecs. C'est ça. C'est ça, Ouais. c'est compliqué aussi. Oui. Complètement, c'est aussi un travail de toujours aller chercher ce qui va pouvoir être moteur à un moment dans ta vie. Ça va être moteur à un moment donné. On va passer à autre chose et pour essayer effectivement donner une raison aussi. L'envie à vivre certaines choses. Et aussi effectivement l'autodétermination. Voilà, vous pouvez aussi avoir des personnes qui sont mises comme ça avec des choses qui sont pas réalisables. Donc, c'est retravailler ça aussi sans les mettre en échec. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, on est mis face aussi à leurs difficultés. Donc, oui, ce qui va continuer à être moteur, c'est surtout. Bonjour, je vais rebondir juste sur ce que vous disiez justement sur la recherche de plaisir. Moi, je m'aperçois que ma fille a un plaisir fou à jouer sur des jeux de vie. Moi, j'y comprends rien, je ne suis pas de cette génération, mais c'est Candy Crush ou je ne sais pas quoi. Mais là aussi, il faut les limiter, parce que sinon, elle fait ça pendant des heures. Dans une vie, mettons 1 heure, je fais grand maximum, mais elle accepte cette limite. Elle comprend que si elle passe des heures dessus, donc elle me laisse son portable après. Il y a d'autres jeunes qui font ça. Et donc c'est aussi une recherche de plaisir. Et c'est de diversifier, il faut essayer de diversifier. Je suis tout à fait d'accord aussi, puisque c'est une des adhérenlies à laquelle on a laissé s'autodéterminer puisqu'elle est mariée. Donc, quand il s'agit d'aller en dague,
à Cointe. Elle est pas venue. On l'a attendu, hein. Parce qu'elle me dit, toi, maman, tu peux peut-être te passer hein, de sexualité, mais pas moi. Hein. Donc, oui, je me rends compte, c'est vraiment très, 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 ça compte énormément. Donc, on m'a dit 3 semaines, tu te rends compte? 3 semaines? C'est pas possible. Donc, bon. Ça peut s'entendre, hein. Ça Ça peut s'entendre. Donc, il va falloir que je discute avec Randagne, savoir si on pourrait introduire les séjours. Ou des week-ends. Le week-end. Ou alors, Mais c'est on vraiment- va venir. Je vous dis, c'est intéressant ce que vous dites Ouais. parce que finalement, là, votre fille, il y a eu un désir exprimé et une autodétermination par rapport à ça. Mais ça, le thème de la sexualité, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui a du mal à émerger. Parce que c'est difficile quand on est parent, hein, de toute façon, de parler de cette Oui, je dirais. thématique-là. On n'est Et, pas bien placé pour. Et on a des jeunes souvent qui ont évidemment cette thématique-là très, très ancrée, voilà, dans leur quotidien et qui ont vraiment beaucoup de mal à l'exprimer. Et ça fait partie de la normalité. Et ça fait partie de la normalité, tout à fait. Je commence à approcher Oui, le plus. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de. Alors, moi, j'ai souvent Ouais, ce que vous- reproche de mes frères qui me disent, oh, mais vous avez fait tous ces caprices. Ah, Oui, on a pris le risque d'accepter qu'elle se marie. ouais, prendre des risques. C'est un sacré risque. Hein. Oui. Est-ce qu'elle vous la sentez heureuse, votre fille, compliqué. dans cette. Est-ce que vous la sentez heureuse? Pardon? Est-ce que vous la sentez heureuse, votre fille? Ben, justement, oui. on a un peu des complications parce que moi, je suis souvent obligée d'intervenir et d'aider. Donc, je suis une belle-mère aussi pour le conjoint. Donc, je suis indésirable, souvent, alors que ma fille m'appelle. J'ai une position extrêmement compliquée. Donc, et je pense que Clarisse, en ce moment, est justement ambivalente. Ah, oui. C'est-à-dire qu'elle est partagée entre le désir d'être qu'avec son mari et elle se rend compte qu'elle a beaucoup besoin de nous. Donc, elle s'est plus positionnée et elle n'est pas bien. Donc, je suis allée voir, justement, je voulais aussi vous poser une question à ce propos, pour monsieur le psychiatre, Grégoire. Qui ne fait pas de consultation Il fait pas de individuelle. consultation. Il va. On peut en parler, hein, on est là. Mais chez nos psy à Lyon, qui sont les proches de la région lyonnaise, avait instauré pour Clarisse, puisque elle connaît son mari maintenant depuis des années, elle l'a connu en 2008, ils se sont mariés en 2016, et donc il y a eu des hauts et des bas, comme vous pouvez l'imaginer, et donc elle a eu un traitement instauré par le professeur Madame Demilly, Oui, Demilly, oui. qui lui a donné du Prozac. Et ce Prozac, moi, je trouve qu'elle a une sensibilité à ce médicament qui m'impressionne. Parce que j'essaie de le baisser. Parce que je m'aperçois qu'à 20 mg, ça va pas du tout. Je suis médecin moi aussi. Donc, on était passé à 10. Maintenant, on était entre 7. Et le psychiatre de ville qui la suit me dit, mais c'est incroyable, tu pourrais presque l'arrêter. Et ben, je m'aperçois que si je l'arrête, ça va pas bien, elle a des espèces de tics, ça va pas du tout. Et donc, c'est très addictogène. Et inversement, comme en ce moment, il y a beaucoup un peu de vagues, on m'avait à Génopsy conseillé de réaugmenter le Prozac. Et bien, seulement 3 gouttes de plus, elle a une anxiété qui se développe, bon, il y a le contexte aussi, mais une anxiété anormale. Des tas d'effets secondaires, des saignements gingivaux, des saignements vaginaux, enfin, des tas de trucs que j'invente pas, que je constate. Elle a même eu une poussée d'hyperthermie, transpiration, une hydriase, enfin des tas de trucs. Je me dis, mais c'est pas possible. 3 gouttes de plus, ça fait ça. Est-ce que je voudrais vous interroger sur cette susceptibilité phénoménale, moi je trouve, au dosage des antidépresseurs? Pour répondre de façon un peu générale, oui, effectivement, il y a de façon globale, que ce soit les antidépresseurs, les antipsychotiques, il faut prescrire à faible dose parce qu'ils ont cette sensibilité extrêmement forte au plan médicamenteux.
Parce que là, vous me dites 7 mg de Prozac, et puis, en tant que bon psychiatre, je vous dis, mais c'est de l'homéopathie. Mais effectivement, Mon psychiatre de mais me pour, dit la même chose. mais pour le Prader-Willi, oui, c'est peut-être ce qui est suffisant et ce qui fonctionne. Alors après, c'est sûr que les effets indésirables que vous listez, ils existent dans ces molécules-là et ils sont quand même préoccupants. Ça fait réfléchir à justement, peut-être à reconsulter un demi. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a, même si ça rejoint pas la question que vous posez, mais qu'à l'inverse, on a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, l'effet placebo est très puissant chez les jeunes gens que l'on voit, les jeunes moins jeunes. Hein. Et des fois, il y a aussi le fait d'avoir un traitement en soi, ça vient quelque part booster quelque chose, une réassurance. Ça, c'est assez surprenant. Il y a les effets médicamenteux, chimiques, je dirais, très clairs, hein, avec des fois des effets indésirables et l'effet plus psychologique dont il faut aussi tenir compte. Hein, de généraliser un peu ma réponse. Mais donc, j'insisterai peut-être à reconsulter Madame Demilly, parce que Oui, parce que là, franchement, je pense pas que ça soit des effets placebo. Non. Quand je dis que je généralise, on ne sommes pas des dents par la force de l'esprit, hein, voilà. On va passer le micro à Delphine Chez. Carrément, dans un état d'anxiété phénoménale, j'ai observé un état un peu maniaque, c'est-à-dire qu'il était. Est-ce qu'on peut passer déplacer un peu le débat? J'étais quand même un peu Bon, là, on revient peut-être On revient un petit peu au général. Voilà. Spécifique. Il y a On va Delphine passer qui voulait le micro. voilà. Et c'est vrai que c'est des sujets compliqués très compliqués. Bonjour. Donc, moi, je voulais revenir sur le sujet des établissements médico-sociaux. Alors, moi, je suis rentrée là depuis longtemps en tant que tante de Prader-Willi. Moi, j'ai pris la direction d'un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap. Je vois le côté professionnel aussi. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, du côté des professionnels, la question de la place, par Alexandrine, elle est fondamentale. C'est-à-dire que nous, on a ces places, elles sont pleines, on a des listes d'attente qui sont délirantes, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc, on fait au mieux avec les moyens aussi qu'on a. C'est-à-dire qu'on essaye de former nos professionnels au fur et à mesure des personnes qui ont parce que moi, je suis dans un établissement hyper classique, foyer d'hébergement, les gens ils sont chez nous la journée, enfin, ils vivent chez nous, ils vont en EHPAD. Et par exemple, on a 25 personnes, on a 7 professionnels qui sont là, donc week-end, vacances, pas tout le temps, c'est 7 professionnels. Et les plannings et le budget est fait de sorte que on les accueille au maximum, mais les temps de formation sont compliqués à mettre. Si on veut les remplacer quand ils sont en formation, on n'a pas le budget. Parfois, on n'a même pas 7 personnes pour accueillir décemment et accompagner correctement, donc on est obligé de dégrader. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des professionnels, les moyens sont effectivement assez réduits. Et là où je veux en venir, c'est que le combat des familles, il est aussi le combat des professionnels. C'est-à-dire qu'il faut se mobiliser individuellement pour la situation de votre enfant et avec souvent les établissements d'accueil. Je ne dis pas que c'est toujours facile de travailler ensemble, mais en tout cas, au départ, les professionnels sont quand même là pour que ça se passe bien pour la personne qui s'accueille. Donc, il y a moyen de discuter et d'essayer de trouver des solutions. Et quand il y a des incompréhensions, je pense que le plus simple serait d'en parler. Et après, donc ça, c'est individuellement, c'est mobiliser tout ce qui est à votre disposition. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a une feuille et tout. Mais l'avantage aussi de ce livre-là, c'est qu'il y a plein de solutions différentes et il faut essayer de trouver la bonne pour vous. Les équipes relais sont là pour ça. Et après, pour une mobilisation plus politique qui fait bouger les choses, il y a aussi des instances. Donc, il y a le Groupement national de coopération handicapable qui pilote le réseau des équipes relais, qui lui peut aller taper au national. J'en parle parce que j'ai bossé, j'ai été à Charles. Nous, à l'époque, où j'y étais, on allait travailler directement avec le gouvernement pour négocier le schéma de 4 ans. Donc là, c'est plus loin du quotidien. Mais néanmoins, c'est aussi là qu'on arrive à faire bouger les choses concrètement et ça redescend. C'est-à-dire que le mouvement, il est dans les deux sens. Il faut agir sur le terrain, mais il faut aussi aller agir sur les niveaux nationaux. Parce que c'est aussi comme ça que ça glisse à long terme. Pour exemple récent, alors qui ne concerne pas Prader-Willi, mais qui concrètement peut être un exemple, c'est à ce niveau-là que c'est négocié la création d'une PTH pour la surdicécité, qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire que les gens qui étaient sourds, qui sont sourds et aveugles jusqu'à maintenant, ils devaient
choisir s'ils étaient sourds ou aveugles. C'est vrai. Imaginez bien que c'est tout un travail qui a été fait par les associations de famille, avec le soutien des collectifs, avec notamment la aussi de l'industrie, mais ça peut être des associations, des centres d'enfants, et il y a des instances aussi, ça a été soutenu par le CNCPH, le Conseil national des personnes handicapées, qui a été interpellé et qui a soutenu. Donc, tous ces collectifs-là, ça paraît loin de notre réalité, mais c'est aussi à ce niveau-là qu'on arrive à faire changer les choses pour tout le monde et pas voilà, trouver une seule solution. Et c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut travailler à tous les niveaux. Alors après, il y a une vraie difficulté, c'est la question de la temporalité. La temporalité des familles et la temporalité des instances sont pas du tout les mêmes. Et on voit bien quand vous déposez un dossier à la MDPH, hein, ça prend toujours un peu de temps. Donc ça, c'est très difficile. On a parlé des familles et puis du regard qu'elles portent sur nous. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en fonction de nos humeurs. On pousse. Du coup, il faut pousser. Quand il faut arrêter, avant l'explosion. Donc voilà, c'est ça aussi. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Il y a une question là-bas. Ah, ça fait un petit moment que. Ah oui, j'avais vu aussi, mais il est dommage qu'il y a 2 micros normalement. Moi, je voudrais revenir sur le thème de notre journée, là, cette fameuse autodétermination. Et pour nous, ce qui nous semble difficile, c'est de savoir quelle est la réelle motivation derrière des choix que pourrait faire notre fille en l'occurrence, mais je pense que je ne suis pas la seule à me poser la question. Je peux vous prendre un exemple, par exemple, de vouloir aller au cinéma toute seule, expérience qui a été faite, et on s'aperçoit après que le cinéma, le film, n'a rien à faire. Enfin, bon, ça peut être accessoirement l'intéresser, mais en fait, c'est un moment où elle est seule, parce qu'elle a demandé à elle est seule, elle sort, elle la mange, elle s'achète à manger, elle revient simplement au cinéma. Quand on vient la chercher, j'étais au cinéma, j'ai rien fait. Ou alors, motivation sur aller travailler en ESAT, où son copain lui a vanté que c'était génial parce que self, c'était vachement mieux, il y avait des distributeurs de boissons. Donc, voilà, la question, c'est dans ce choix, soit d'aller au cinéma seul, soit d'aller travailler en ESAT, est-ce que c'est vraiment, enfin, ça la difficulté, est-ce que c'est vraiment envie de travailler, ou c'est mieux parce que je vais pouvoir me procurer de la nourriture plus facilement. Voilà, c'est la difficulté justement dans cette détermination, arriver vraiment à savoir quel est le choix derrière, quelle est l'envie derrière. Et on est un peu confronté, bon, je vais donner deux exemples, il y en a plein. Tu réponds? Je suis là. Qui répond? Non, mais c'est la bonne question. C'est une très bonne question, Oui. parce que c'est vrai que, alors encore plus quand les jeunes prennent de l'autonomie, la question de l'obsession alimentaire et de l'envie d'aller manger et de se procurer de la nourriture, elle est prédominante. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'envie qu'ils ont, de désirs qu'ils expriment, de choix qui sont très liés à ça, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de. J'aurais envie de dire, tant qu'on n'a pas testé, c'est quand même difficile aussi donc là, vous avez testé. On a testé plein de trucs. Voilà. Et alors, vous vous apercevez que finalement, le but est finalement d'aller chercher de la nourriture. Donc là, il faut effectivement arriver quand même aussi à protéger la personne, parce que sinon, c'est ce qu'on dit sur quel risque on prend finalement. Il faut en prendre un peu des risques, parce que sinon, comment ils expriment leur choix sinon, voilà. Donc, il faut prendre des risques, mais mesurer et peut-être, voilà, arriver à. Alors, dans l'autodétermination aussi par rapport à la personne, en particulier, voilà, chez les adultes, il y a aussi pour elle la nécessité d'avoir l'information, la connaissance de ce qu'elle est et des risques qu'elle a aussi à aller chercher la nourriture. Et c'est tout ce travail qu'il y a d'information des parents, mais je pense que là, il faut aussi s'entourer des professionnels, et nous, on est là pour ça aussi, hein, pour expliquer aux personnes, quand on arrive à discuter de ça, parce que c'est pas toujours évident d'aborder, mais là, il semble quand même que vous arriviez à aborder les choses. Donc là, on est je trouve, dans une situation plutôt assez favorable où des professionnels, comme nous, par exemple, centre de référence, on va pouvoir aller
expliquer à la personne, à vous aussi, le dysfonctionnement qui fait qu'elle est attirée par soi et que finalement ce choix. Voilà, donc c'est tout un processus. Après, c'est une temporalité. Donc, c'est prendre des risques pour voir jusqu'où vont les choix et par quoi ils sont déterminés. Et sur le côté, je dirais, attirance par la nourriture, oui, il y a un moment donné où il va falloir guider et encadrer. Ça me paraît évident. Pas interdire, hein, on n'est pas dans, et pas brimer, c'est là toute la difficulté, mais c'est aller quand même jusqu'à laisser s'exprimer le choix, peut-être faire l'expérience d'eux et revenir. Enfin voilà, c'est des allers-retours. C'est pas simple, hein. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais c'est un peu des principes que moi je vois dans l'autodétermination par rapport au choix. Moi, je rajouterais. Excusez-moi, le retour en arrière est aussi des fois psychologiquement destructeur quand même. C'est pour ça que des fois je vois moi sur des envies comme l'équipe, je comprends les tas de choses. Mais je dis attention, le retour de balle en arrière. Un peu de recul. Voilà, alors tour d'expérience quand c'est négatif, parce que malheureusement ça l'est souvent, c'est un peu destructeur quand même. Peut-être sur des contrats anticipés. Non, mais je dis, c'est difficile, hein, mais sur. Pardon. Oui. Oui. Tu prends le micro, non? On a l'habitude de oui. Souvent, quand un choix est fait, c'est aller décortiquer derrière quel bénéfice que vous avez, il pourrait y avoir dans ce choix-là, en fait. Et ça, c'est compliqué. C'est pas. Mais que eux, on réfléchit, quoi. Donc, je pense qu'ils ont un mode de raisonnement qui n'est pas le nôtre. C'est clair. C'est compliqué d'arriver à juste. Mais moi, pour répondre à, je voudrais répondre juste sur un point. Moi, ce que j'entends derrière la demande de, comment elle s'appelle déjà? Oui, voilà. Derrière sa demande, c'est aussi le besoin qu'ils ont, et ça s'entend complètement, de temps en temps être tout seul, pas accompagné. Ça, je sais que tous, ils ont besoin. Ils sont toujours avec un éducateur ou avec un parent ou avec un frère, une sœur. La sortie tout seul, aller prendre un café tout seul dans un petit café, par exemple, c'est un bonheur extraordinaire. Alors c'est vrai que derrière, il y a le risque, ils vont faire la manche, ça on le sait, pour manger ou pour fumer pour ceux qui fument, ça va jusque là. Oui, il y a des risques, mais dans ce cas-là, je crois qu'il faut tenter. Après, rediscuter avec elle en disant, finalement, le cinéma, je crois qu'elle vous l'a dit, qu'elle avait profité pour aller trouver. Non, c'est vous qui avez deviné. Parce que dans ce genre de truc, moi, je sais ce que je veux dire. On a tous eu la même chose. Je disais, mais finalement, je sais que. Comment tu sais? Voilà, c'est tard. Je sais parce que tout le monde te connaît dans le coin, donc je sais ce qui s'est passé. Ah bon? Donc, comment on fait pour la prochaine fois? Alors là, on discute et progressivement, il y aura encore des échecs, mais progressivement, ils arrivent, en principe, avec toujours, ok, tu sors, mais tu sais que je saurai exactement ce qui va se passer. Alors, c'est une espèce de menace, c'est pas très, très cool, c'est vrai. Mais en même temps, ils ont ce moment de liberté. Moi, je pense que c'est indispensable. Enfin, tout le monde a envie de temps en temps d'aller tout seul au café ou même voir un film, ou voir la moitié d'un film si on s'embête. C'est ça que c'est complexe, hein. C'est ça qui est complexe. Attends, il y a une question là-bas, d'abord. Excusez-moi. C'est très similaire, justement. C'est cette question d'autodétermination ou d'accompagnement. Ouais. C'est un vrai casse-tête. En fait, moi, je suis le beau-frère, mais je vois la mère qui s'occupe de cette fille qui est un peu plus jeune, qui a 21 ans. Et comme toutes les personnes de 21 ans qui aspirent à devenir adulte. Donc, je prendrai tous vos conseils en la matière. Le problème, c'est vraiment derrière cette liberté, cette volonté, cette nécessité d'exprimer cette volonté, cette détermination, il y a toujours des fois il peut y avoir des stratégies, effectivement, comme il a fait pour aller manger. Mais il peut y avoir aussi des erreurs, et puis jusqu'à quel point on laisse, parce que ça peut être didactique de laisser faire des erreurs, et jusqu'à quel point on cadre, jusqu'à quel point on empêche, sans être infantilisant, sachant que le but, c'est quand même que la mère ne s'embourbe pas dans ce casse-tête à vie, quoi, et que ça puisse fonctionner, ça soit, voilà, pour que cette patient puisse, en fait, normalement. Voilà, et moi, je dirais que c'est la question globale du désir du sujet, de ce que le sujet veut, hein. C'est pas que l'alimentation, c'est le désir au sens large, hein. La question que je me pose souvent, moi, c'est,
est-ce que c'est toujours son désir à lui ou à elle qui s'exprime? Est-ce que c'est des fois, est-ce que c'est pas le désir des parents parfois? Est-ce que c'est le désir des amis? Alors c'est compliqué de dire ça devant vous, mais c'est vrai que des fois, on sent aussi que les jeunes sont pris dans le désir des parents aussi. C'est compliqué de s'en défaire aussi, hein, de ce qui a de l'éducation, de ce qui a pu être également soutenu, hein, et c'est bien logique. Mais cette question du désir, elle est compliquée à soutenir et à accompagner, même s'il le faut, hein, et en sachant que ce qu'on appelle nous en tant que psy, là, le principe de réalité, se dire ben, on va essayer, peut-être quand ils se confronteront au mur, ils en font quelque chose dans leur récit, une compréhension, mais ça, le principe de réalité, ça marche pas toujours, hein, voilà, le mur, il faut qu'ils le prennent et pas pour autant que le lendemain, ils s'y repenseront pas dedans. Donc, il y a aussi des fois, comment est-ce qu'on pense les choses avec nos mécanismes à nous, hein, de se dire, ben oui, mais alors qu'il faut faire ce pas de côté aussi. Je pense que ce qu'il faut poser d'alternatives, voilà, de ménager un peu le chou et la chèvre, mais c'est simple à faire, à dire, mais c'est plus compliqué à faire, mais il faut toujours s'astreindre à cela, hein, à laisser cette porte ouverte, peut-être pas la grande porte, mais la porte du côté, mais ouverte vers ce désir, cette liberté-là, tout en même en étant très vigilant, parce que il y a des situations catastrophiques, hein, comme vous le disiez, comme ça. Alors on parle de l'alimentation, mais la vie affective et sexuelle, mais moi je ne savais pas que il y a 4 ans, quand je suis arrivé, que ce serait ma grande activité, hein, à savoir récupérer tous ces jeunes gens qui se sont pris un mur de pleine face avec la sexualité, les mises en danger, parfois très très graves. Hein, oui. Alors là, oui, c'est vrai ce que tu dis, ça devient très prégnant. Hein. Ça, nous, on le voit dans les institutions dans lesquelles on va. Il y avait, ça fait des années qu'on fait des formations, mais c'est vrai que le problème, la sexualité, la vie affective, pour dire comme avec la vie affective et sexuelle, on n'en parlait jamais. Honnêtement, oui, Grégoire, c'est bien d'en parler, parce que c'est vraiment un sujet qui arrive maintenant, mais très souvent, il y a des débordements. À Hendaye, je crois que Julie est capable de vous expliquer beaucoup de choses aussi. Il y a là aussi un besoin terrible. Alors c'est vrai, alors là, je vais prendre la place des parents. C'est pas à nous, parents. Est-ce qu'on parle de la vie sexuelle de nos autres enfants? Pas vraiment. On met en garde, on explique tout ça, mais après, c'est quand même du domaine privé. Là, c'est vrai qu'on a tendance à s'immiscer. Ah oui, mais on a tendance à s'immiscer. Alors, est-ce que c'est bien de s'immiscer, tout ça? Est-ce que c'est pas le rôle d'autres? Alors là aussi, il y a des directives dans les établissements. Il doit y avoir des personnes dédiées à écouter les gens et tout ça. Bon, ça aussi, c'est des textes, hein. On les connaît, les textes par cœur, mais là, il y a un problème et ça émerge parce que pourquoi ça émerge? Parce que la société a beaucoup bougé depuis 10, 15 ans, 20 ans et que maintenant la sexualité, ben, elle est partout, hein. Et alors, Julie, je pense que Julie, les réseaux sociaux, là, voilà. C'est vraiment devenu, parce que avant à Hendaye, on accompagnait déjà la vie affective par rapport aux personnes qui étaient là, qui faisaient des rencontres et qui créaient des liens et des histoires se nouer, se dénouer. C'était compliqué par rapport à ça. Mais là maintenant, il y a vraiment aussi une dangerosité par rapport à toutes les rencontres qui peuvent se faire via les réseaux et qui rendent la vulnérabilité affective fait que du coup il y a des répercussions graves, des situations vraiment dramatiques. Alors on fait aussi, les éducatrices font des ateliers de sensibilisation par rapport aux risques. Alors, on fait en petits groupes sur les personnes pour lesquelles on a des informations sans qu'elles les livrent vraiment sur le fait que d'autres le disent qu'elles sont en difficulté, mais des fois dans l'après-coup quand ça a été réglé. Et c'est vrai que nous c'est compliqué aussi parce que d'aller regarder dans le téléphone portable avec la personne à côté pour lui dire bon ben là non c'est pas possible, tu dois bloquer parce que c'est dangereux. Enfin ça questionne aussi sur où on va. Et voilà, et après informer les parents par rapport à là sur des adultes qui sont voilà, qui cherchent aussi à avoir des espaces de liberté et d'affirmation et que toutes ces vous l'exprimez très bien hein, sur quelle position on doit trouver avec chacun, c'est très subtil. Du coup, il y a des fois on va être trop serré, trop près, d'autres on va être peut-être trop loin, pas trop lâché, et c'est ça qui est compliqué de trouver ça. Ouais, il y a une question là-bas. Tout à l'heure, là, allez-y. Ouais. Excusez-nous. La question est assez large, c'est comment on pense l'accompagnement à l'autodétermination
quand justement on est frères et sœurs et qu'on n'a pas cette position de parents, la question se pose. Alors là, c'est la bonne question. Différemment, il y a se pose aussi si on pense sur le temps long, le temps long. Voilà. Et voilà, parce que le dialogue n'est pas du tout le même. Tout à Il peut y fait. avoir des phénomènes de comparaison. L'autre aussi, un petit peu, mais quand on essaie de parler, déjà ça, on ne peut pas, enfin, c'est très compliqué comme situation. Tout à fait. Et au contraire, sur d'autres sujets, les frères et sœurs, quand on parle de sexualité, par exemple, c'est pas que c'est forcément le cas, mais ça peut être plus facile d'aborder la question avec les frères et sœurs. Donc, il y a cette dimension-là, cette question-là. Je m'étais mis sur mon petit calepin, place des fratries, plus. Parce que c'est vrai que c'est une question qui vraiment est un angle mort, hein, je trouve, dans notre pratique. C'est-à-dire que nous, systématiquement, on va recevoir la jeune avec des parents. Moi, je reçois jamais le patient, enfin le seul, parce que le dispositif ne le permet pas. Hein. Mais cette question, moi, me traverse beaucoup, parce qu'il y a là aussi quelle place on vous donne dans le quotidien, mais quelle place comment est-ce qu'on vous pense aussi dans l'avenir, hein. Et ça aussi, des fois, c'est extrêmement compliqué, je trouve, pour les parents d'abord, hein, de savoir la question de l'après, hein, sur qui est-ce qu'on peut compter. Et des fois, cette question de l'après, tient parfois compte dans l'équation du frère ou de la sœur, voilà. Alors que des fois, le frère ou la sœur n'en est peut-être pas là, il n'a même pas pensé. Et dans le quotidien aussi, le frère ou la sœur, on l'intègre, on compte sur lui, mais comment est-ce qu'on fait, hein? Des fois, la seconde maman poule, le second papa poule, pour reprendre des termes ce matin. Mais il y a aussi sa vie, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il refuse, peut-être qu'il est pris à quelque chose de très douloureux lui aussi. Alors, j'ai pas de réponse toute faite à vous faire, si ce n'est qu'on le constate, mais que c'est vraiment un point qui sera à travailler, surtout avec la dimension de vieillissement, je trouve, hein, d'autant plus avec ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour continuer là. Donc, nous, on travaille avec des adultes, mais je vais en parler cet après-midi. On a un programme d'accompagnement en éducation thérapeutique de l'entourage. Et pour avoir sur 2 séances accueillies la mère, en l'occurrence c'était la mère, et les frères et sœurs, pour nous ça a été extrêmement riche, et je pense aussi pour la famille, parce que donc c'était des ateliers avec aussi la fratrie. Effectivement, il y a un apport différent par rapport à l'accompagnement, je pense sur des dimensions, et en particulier, on sait que l'autodétermination quand même, donc il y a les capacités de la personne, mais il y a aussi tout l'environnement et les occasions en fait d'autodétermination, et probablement quand même que dans la relation avec les frères et sœurs, il y a ces occasions justement d'expression du désir, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie, comment on a envie d'agir, qui passent aussi par la fratrie. Et donc il faut effectivement pas du tout l'oublier dans, je trouve, la trajectoire d'une personne. Ça me paraît indispensable. Ma belle. Je voulais juste dire que Maya, qui est à la maison donc depuis 5 ans, elle habite avec nous, c'est l'actrice de Léo, et en ce moment, elle est vraiment à la demande, à la recherche d'un lieu de vie. Et elle est en couple depuis plus de 12 ans, donc avec Gianni, le fils de lui. Et c'est une très, très, très belle rencontre. Et pour Maya, ça l'a changé la vie. Il y a beaucoup apporté. Ils ont des projets ensemble. Ils ont fait même un projet d'aller à l'année dernière. Ils ont fait le chemin de Saint-Jacques pendant 6 jours, organisé presque complètement tout par Gianni, tout seul, et ils ont fait tous les deux tout seuls pendant 6 jours. Et ils arrivaient dans les lieux, ils étaient là. Marielle m'a appelé une ou 2 fois, et la deuxième fois, le deuxième jour qu'elle m'a appelé, j'ai dit alors comment ça se passe. Elle m'a dit, maman, c'est incroyable. Elle était comme dans les petits nuages, et c'est vrai que là, elle a maintenu son poids, puisque tout était très bien encadré. Elle a beaucoup marché. J'avais dit à vous, je pense pas qu'elle pourra marcher 15 kilomètres. Une fois, j'avais dit, Janine, tu programmes entre 10 kilomètres. Il m'a dit, une fois, je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait pas un lieu pour dormir, loger.
Et elle était très, très fière de l'avoir fait, parce que vous m'avez rassuré, m'a dit, s'il y a un problème, ils pourront demander de l'aide et tout. Et bien, il a tout fait. Il a fait acheter des chaussettes adaptées pour le C'est une belle relation. Non, c'est pour dire que maintenant aussi, il y a un projet avec les de trouver un lieu de vie. Et j'ai dit, il faut vraiment qu'on essaye de trouver un lieu de vie, Maya, mais il faut que vous soyez accompagnés. Voilà. Voilà, on accepte. Et on s'accepte, hein, la limite, mais c'est dur, hein, si autonome, pouvoir. Et qu'est-ce qu'en pense la belle-mère de Maya? Alors, moi, je suis allemande, comme la maman d'Elias, qui a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que ça fait quelques années que je regarde un petit peu ce qui se passe dans mon pays. Alors, c'est vrai qu'en Allemagne, il existe depuis 25 ans des structures, et il existe 25 structures qui accueillent des personnes fragiles et qui ne mélangent pas forcément avec d'autres handicap, parce que c'est trop compliqué à gérer les problèmes avec eux, etc. Et il existe surtout une formation des 12 jours pour les éducateurs, pour les psychologues, pour tout le monde qui veut bien se former dans ça. Et moi, si vous voulez, dans le parcours dynamique, qui est né en France, dans tout son parcours, il manquait vraiment de personnes formées, voire informées, parce que bon, c'était, bon, on avait une fois une éducatrice qui voulait se donner un peu du mal à trouver des informations et qui s'était un peu bien passé. Donc maintenant, elle est en maladie depuis quelques temps, et puis c'est de nouveau un électron libre. Hein. Bon, après, comme vous avez compris, il y en a qui est très autonome, il est très organisateur, etc. Il aura besoin d'un encadrement vraiment que pour la nourriture. Mais il n'y en a pas. Donc, ma question à vous, professionnels et à l'institution, est-ce qu'il y a une formation vraiment solide qui va être mise en place en France? Parce que là, je crois que sans ça, tout ce qui est habitat inclusif et autre chose, ça marche pas. S'il n'y a pas de personnes qui sont vraiment formées, bon, pour moi, c'est d'entrer un échec parce que je pense que c'est la première chose, d'avoir vraiment des gens qui ont vraiment la finesse de les accompagner jusqu'au point où ils ont besoin. Et voilà, donc, voilà, c'est ma question à vous. Est-ce qu'au niveau Andai, est-ce que les centres de référence de public, est-ce que la maison de handicap là, est-ce qu'il y a un... J'ai envie de vous reposer une question. Je réponds pas à votre question, hein. Désolée, je vais tenter d'y répondre après. Vous, donc, il habite chez vous? Ah non, il est dans un FME. D'accord. C'est un foyer de logement éducatif qui est attaché à un foyer de vie. Donc, c'est-à-dire que c'est une structure, ce que vous dites, beaucoup plus encadrée que ce qui projette sur un habitat plus. C'est un foyer de vie, et puis bon, c'est-à-dire qu'il est dans un appartement il y a 3 personnes. Bon, après, bon, c'est très peu encadré, c'est vraiment très léger, hein, qui ne voit pas très souvent. Et puis, comme je vous dis, là, son éducatrice référente, elle est en arrêt de maladie depuis 6 mois, et puis voilà, il y a des... Donc, c'est déjà pour la structure où il est que vous posez la question de la formation, en fait, c'est ça? Ah ben, oui. C'est-à-dire, moi, je me pose la question de la formation en général, parce que jusqu'à maintenant, récemment, c'est-à-dire, on a demandé pour un DAI, un séjour à un DAI, il y a à peu près 1 an. Et puis, la médecin, bon, parce que Yannick l'a fait chez moi des fois, c'est dans le temps. Et puis, la médecin a dit, ben, essayez quand même, en attendant un DAI, parce qu'on sait que les changements, en attendant, demander quand même une cure, c'est au centre du bon du bus, il a demandé. Oui, il était déjà allé il y a 2 ans. Et puis, ça s'est moyennement bien passé parce que, en fait, la moitié de l'équipe à Toulouse, ils ne savaient pas du tout que c'était un centre dans le vie. Donc, c'est-à-dire, partout où on va, on voit qu'il n'y a pas d'information et qu'il n'y a pas du tout de formation. À Bondigou, ils ont déjà accueilli des personnes avec le syndrome, mais ils ne savent pas comment faire parce que c'est pour des personnes qui entendent des trucs du comportement alimentaire. La première fois qu'il était là, il exigeait qu'on lui pèse ses aliments, qu'ils vont refuser, qu'ils lui disent aliments, pas, et puis pendant 10 jours, c'était très compliqué. Après, ils ont accepté, puis après, ça s'est bien passé. Mais bon, ils ne savent pas faire. Donc, voilà. C'est dans tous les domaines. Après, l'association de Fraternités propose des formations dans les établissements Marie-Odile. Après, nous, au niveau de l'hôpital marin, on a eu des moments où on a proposé des sessions de formation. Voilà, on
ne fait pas en systématique, on n'est pas un organisme de formation à proprement parler. Oui, mais bon, après, on est toujours partagé. Oui, c'est sûr, d'accord. Après, pour être prêt à te demander, Ne pas savoir vers où s'orienter. Oui. Mais c'est une demi-journée de formation. Donc là, c'est vraiment 12 jours où les gens sont vraiment formés au comportement qui peut avoir le travail. Des formations. Si vous voulez, j'ai traduit j'ai demandé à la personne qui fait la formation en elle-même. Elle m'a envoyé le programme. J'ai traduit le programme en français. Donc, oui, ça parce que nous, on proposait une formation sur 2 jours avec un temps plus théorique et après vraiment une journée très pratique, axée sur les différents temps de l'accompagnement avec beaucoup d'approches sur le relationnel et sur le comportement et sur les sources, en fait, qui peuvent déclencher de après, la l'agitation. personne qui fait la formation en Allemagne, tu sais que récemment, ils ont fait une formation en Australie, une formation en Irlande. Elle se déplace. Bon, après, c'est en anglais ou en allemand. Et oui, voilà. Bon, après, la question, est-ce qu'on peut envoyer des personnes? Oui, alors, en ce qui concerne la formation, je pense que ça fait vraiment partie, Marie-Odile est partie, ça fait vraiment partie des discussions qui ont lieu actuellement entre le centre de référence maladies rares avec Maïté Taubert à Toulouse, nous et puis l'association en fait. Hein. On est bien conscient qu'il y a un besoin de formation énorme et que nous on est aussi là pour ça, d'apporter notre regard. Après, en pratique, 12 jours dans les établissements médico-sociaux pour se libérer. Voilà. Pardon. D'accord. Ouais, mais bon. On sait bien déjà les limites de l'accompagnement. Bon, voilà. Après, on y réfléchit en tout cas en termes, voilà, plus de. Juste, les intervenants. Trader Willy France, bonjour. Trader Willy France fait ses journées. C'est-à-dire que se dépasse, alors je dis le on parce que moi je fais partie d'une association et donc professionnels et des bénévoles de Trader Willy France proposent ce genre d'information, de sensibilisation à toute institution, alors ce soit du droit spécifique, c'est-à-dire les institutions médico-sociales, mais également chez des professionnels, par exemple les pompiers, par exemple la gendarmerie, par exemple l'éducation nationale, par exemple, enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est toute personne qui le demande au niveau de Trader Willy France a la possibilité, effectivement, d'avoir une convention avec Trader Willy France et qui cherche en général des professionnels effectivement du médico-social qui connaissent le syndrome de Prader-Willi et on se déplace à 2, effectivement, pour expliquer le syndrome et pour répondre à toutes questions de l'ensemble des professionnels. Et c'est vrai que c'est souvent extrêmement apprécié parce que il y a cette expérience comme ça et cette confrontation de comment ça peut se passer dans les établissements ou de ce que l'on peut vivre ou de ce que l'on peut donner comme petite clé. Et on le fait également avec l'équipe Relais Handicap Rare de nous. On se déplace à pas hésiter à le dire. C'est vrai que des fois, les personnes Prader-Willi, elles vont être une dans un établissement et les établissements, ils ne mobilisent pas toujours ces demandes-là, en fait. Et donc, c'est les familles, souvent les parents, qui vont intervenir. À chaque fois que nous sommes intervenus, ce que l'on constate, c'est que les professionnels, en fait, se déplacent non éduqués. Enfin, c'est nous qui nous déplaçons dans les établissements. Et on sait bien que quand on intervient dans les établissements, c'est parce qu'il y a eu une grosse problématique. Donc, c'est toujours très apprécié. Mais c'est vrai que des fois, la difficulté, c'est de pouvoir travailler peut-être avec la direction qui accède à la demande du parent. Des fois, il y a des résistances un petit peu et ça rallonge des fois un peu. Hein. Voilà. Et c'est vrai que on sait, on dit tout le temps aux parents que sur le site de Trader Willy France, il y a quand même toutes les fiches. On avait travaillé, voilà, le guide qu'on avait travaillé il y a maintenant quelques années, et où les professionnels, les parents d'ailleurs avaient participé. Donc c'est des petites clés, voilà, que vous pouvez donner effectivement aux professionnels que vous rencontrez.
Oui, mais justement, l'éducatrice dynamique, elle avait utilisé ça. C'est ça. Ça dépend vraiment de l'investissement de certains. Je pense qu'il y a une question pareil, devant. hein. La question Je devant. vais juste compléter donc ça, c'est que maintenant, les établissements, quand même, de plus en plus souvent, nous appellent pour apporter des formations, sensibiliser avant C'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal parce que j'ai envie de dire, une fois que les problèmes sont déjà là, c'est plus après le problème de, comment dire, d'échange de pratiques et puis de réajustement. Enfin, c'est ce que vous avez fait dans la coordination. C'est que on va en dire un mot. Mais en fait, idéalement, il faudrait que ce soit en amont, effectivement, de l'accueil pour, comme vous dites, cette histoire de, on pèse, il faut 10 jours pour que finalement, voilà, on le fasse parce que c'est son habitude. C'est pas normal, ça. C'est pas logique. Alors moi, je suis aussi porteuse de la question d'une famille qui n'a pas pu venir parce que son train a été supprimé ce matin. En fait, ils sont parents d'un... Pas de naissance, là. Comme trésorier qui devait. Qui jusqu'à présent n'avait pas de problème avec l'alimentation et qui est en lycée professionnel. Et là, cette année, ça a été rare. Et donc, leur question, comment faire pour anticiper. C'est au niveau de... Attends. Pour rééquilibrer les choses. Parce qu'au niveau alimentation au lycée professionnel, oui. Ça va au niveau du self et tout ça? Oui. Alors là, moi, je peux répondre, parce que je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, j'ai eu la question par une famille aussi de notre région, et en fait, on a eu une réunion et avec, je sais plus, le chef d'établissement, la psychopathe, peu importe, des gens. Et en fait, il a été décidé, avec le jeune en question, que quand il arrivait au self, il y avait comment ça s'appelle, c'est pas les pions, les AED, surveillant, le nouveau terme. Il y en aurait un qui serait là à chaque fois avec lui et qui l'aiderait à constituer son plateau. Eh ben, écoute, ça a marché. Voilà, c'est un petit truc, mais ça a marché, c'est-à-dire que, alors c'est pratico-pratique, hein. C'est un but aussi de dire que l'alimentation qui se dérégule, c'est aussi un signal, hein. Il faut le voir comme ça aussi, hein. C'est-à-dire que combien de fois ça nous arrive d'être interpellés entre 15-16 à partir de cet âge-là, hein, au moment où les capacités, on va dire, d'adaptation sont un peu débordées, hein, lorsque le niveau scolaire s'intensifie, lorsqu'on prend conscience de sa différence, lorsque on aimerait avoir une petite copine, un petit copain comme le voisin, et donc c'est le révélateur, l'alimentation. Alors on peut être très comportementaliste et faire en sorte que l'accès soit limité, mais il y a souvent, entre guillemets, anguille sous roche, un jeune qui est plutôt bien cadré et qui est bien dans ses baskets n'a pas, enfin, on sait que ça reste la boîte de Pandore, l'alimentation, mais n'a pas plus d'intérêt qu'un autre à manger plus, hein. C'est souvent, c'est warning, ça vient parfois, c'est vrai que c'est pas rassurant, mais il faut quand même creuser ce qui peut se passer, chercher s'il n'y a pas eu du harcèlement, comment ça se passe avec les autres, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se révèle, hein. En tout cas, il y a deux fronts. Un problème alimentaire, probablement, comme tu dis, qui est jugulé à un moment donné par le cadre, voilà, par l'environnement. Et puis, d'autres choses dans l'environnement font que, hop, ça déraille, quoi. Voilà, ça déraille. Ça déraille. Le cadre est mis à mal, comme on disait tout à l'heure. Le cadre est mis à mal par plein de choses. Je m'excuse, je voudrais juste rebondir sur la question de la formation. Je pense que les équipes relais comme l'association Prader-Willi ou d'autres équipes, d'autres plateformes font des sensibilisations, mais ça n'exclut pas de réfléchir à une formation. Ce n'est pas la même chose. Je pense qu'une formation sur du long terme, elle nécessite d'être réfléchie parce que c'est un vrai manque. Il y a quand même des structures qui souhaitent se spécialiser dans des unités particulières et pour l'accueil, peut-être aussi des SAMSA, enfin il y a des choses, tout à l'heure on parlait de nouveaux dispositifs, il faut aussi qu'on pense à de nouvelles modalités de formation, et la formation sur du long terme pour des structures qui accueillent des personnes avec le syndrome Prader-Willi depuis un certain temps, c'est nécessaire, mais ça ne doit pas exclure les sensibilisations de l'association où c'est la parole des parents, ou on essaiera de mobiliser des frères et sœurs, parce que je pense que c'est vraiment très important. Dans notre rêve le plus fou, à l'équipe relais, on aimerait mobiliser des jeunes qui viennent faire la formation avec nous et parler aux professionnels des difficultés qu'ils ont pu rencontrer une fois qu'ils ont pu avancer, qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour
pour en parler. Et ces sensibilisations, en 7 ans d'expérience, on a dû les ajuster. Au début, on faisait uniquement one touch, 2 heures dans la structure. Et puis, dans les échanges avec les professionnels, on s'est rendu compte qu'il y avait nécessité qu'on revienne. Et donc, quand ils le souhaitent, on revient 1 ou 2 fois pour mettre en place des choses pratico-pratiques que vous donniez comme exemple, hein. Alors, ça peut être l'emploi du temps. Par exemple, l'emploi du temps, tous les professionnels, je suis éducatrice spécialisée de formation, on fait tous des emplois du temps. Sauf qu'un emploi du temps pour une personne avec un syndrome Prader-Willi, ça peut être un emploi du temps très particulier. Et entre autres, je pense à un exemple où en fait, il fallait surtout qu'on insiste sur tous ces temps informels. Parce que c'était là où il y avait une vraie difficulté. C'était là où il y avait du chapardage. Et donc, on a co-construit avec lui et les professionnels et l'équipe relais en qualité de tiers son emploi du temps. Voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne. C'est ce qui a fonctionné pour ce jeune. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour un autre. Par contre, ce qu'on peut faire dans les sensibilisations, c'est dire, ben voilà, on a mis ça en place, ça a fonctionné. On vous laisse l'outil, vous pouvez vous en saisir et réfléchir, mais l'ajuster. C'est pas le caler, c'est l'ajuster ou réfléchir à autre chose, offrir des possibles. Moi, je suis très intéressée pour échanger sur la formation. Cette équipe RD, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, puis on est en train de prendre contact avec l'équipe RD à Montpellier, avec et puis c'était une bonne idée, mais encore pareil, là, il faut avoir des gens. Ben voilà. Ouais. C'est toujours la même question. Après, je pense que les équipes relais, on va pas, enfin, Isabelle dira, hein, mais on peut pas apporter de la formation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'être des facilitateurs. On n'est rien de plus que ça pour, en tout cas sur l'Île-de-France, ou pour être des facilitateurs pour mobiliser des centres de formation pour qu'ils montent cette formation. Parce que sinon, on se mobilise 12 jours autour d'une formation avec 2 ou 3 professionnels. Non, notre objectif, c'est d'accompagner les personnes. Puis, il faut aussi, je pense, excusez-moi, je pense qu'il faut aussi penser que actuellement, il se met en place ce qui s'appelle les formations START, que certains connaissent bien. Ça se met en place par la filière déficience sur toutes les régions de France. Alors, je ne vais pas dire les régions, moi je ne suis vraiment pas à fond dans ce projet, mais il y a déjà d'autres régions qui ont aussi formation. C'est-à-dire qu'il y a des formateurs formés pour aller organiser des formations sur la déficience intellectuelle en général. Et en fait, il faut, dans ce cas-là, il y a d'ailleurs un module dans lequel il y a un exemple d'un enfant, d'un jeune avec un syndrome de Prader-Willi. L'idée, ce serait de partir de ces formations START, qui sont généralistes, mais dans lesquelles on retrouve nos jeunes complètement, de degrés divers, et comme ils sont tous différents, de toute façon, je ne vais jamais tout ce qui est décrit, donc on retrouve vraiment les personnes. Ça peut être un départ à partir duquel il peut y avoir après des compléments spécifiques du syndrome de Prader-Willi. Mais déjà, ces sensibilisations, si elles arrivent à se développer en cellules de déficience, qui est une grosse structure, non, c'est pas une déficience, mais c'est l'encréail qui fait ça. Oui, mais c'était parti au départ sur un pilote fait par déficience. Voilà, au départ, c'est pour ça que je disais ça. Et maintenant, ça c'est parti chez l'encréail, donc c'est l'encréail qui gère ça. Et donc, ces formations, elles se développent. Il y a d'autres régions qui vont être sensibilisées, pour lesquelles il y a des formateurs. Et à partir de là, ce qu'on est en train de chercher, nous, comment, dans France, organiser les formations, parce qu'on a tous, je vais prendre l'utilisation des François, on arrive à une date de péremption. Donc, on l'atteint gentiment. Donc, on cherche comment progresser là-dedans. Et en fait, ça serait l'idée, c'est à partir de ces formations-là, créer peut-être des modules avec des formateurs qui seraient formés sur le syndrome de Prader-Willi. Pas n'importe comment, on ne va pas devenir formateur comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, c'est un long processus, mais qui peut aussi permettre d'avancer dans un cadre plus général. Oui. Je pense que c'est important de mentionner le cadre général parce qu'en fait, il faut aussi faire attention de ne pas non plus trop stigmatiser le syndrome de Prader-Willi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et de plus revoir ça, donc ces formations dont tu parles, Marie-Olive, c'est plus que déficience intellectuelle, c'est plus du neurodéveloppement. Et reconsidérer vraiment le syndrome de Prader-Willi au sein des troubles du neurodéveloppement, on en parlait hier au conseil scientifique avec Maïté Toubert, je pense qu'on gagnera, alors il y a bien sûr un peu quelques spécificités, notamment sur le plan alimentaire, mais qu'on retrouve dans d'autres pathologies du neurodéveloppement, dans d'autres syndromes. Et donc, vraiment avoir cette vision beaucoup plus globale de formation générale, et puis ensuite sur des modules, peut-être un module Prader-Willi ou trouble du comportement alimentaire, on est plutôt sur ce mode-là. Je pense qu'on gagnera à pas trop non plus mettre le focus toujours sur le syndrome de Prader-Willi, ses problématiques, etc. Parce que après aussi,
c'est le risque d'avoir voilà une vision du syndrome très négative, très un peu trop négative. Voilà. Bon, c'est vrai, on est d'accord. Complètement d'accord. Alors Yannick, oui, parce que il attend. Mais tout ce que je veux acheter, mes courses, c'est et je ne viens pas du tout, en je ne viens pas du tout. Moi, je ne viens pas du tout. Merci Yannick. Tiens, il y a une question là-bas. Un petit quart d'heure et après on va manger. Si vous êtes d'accord. Non, je sais pas, j'ai coupé tout à bout, j'ai été obligée là, on a appelé pour la magie des gosses là. C'est le champion du petit bonheur en Belgique. Voilà. Vous dites que vous êtes en mode de péremption. On a absolument adoré la formation. Merci. Les équipes ont adoré. Je les ai pas. Merci. Pour rebondir sur ça, sur la nouvelle génération, je pense qu'un petit jeune comme Ilias serait une personne extraordinaire pour participer aux formations. Voilà. Et des parents aussi. Former des formateurs, c'est bien, mais il faut que ces formateurs aient un pied malgré tout dans le syndrome pour être les experts. Bien savoir sûr. rebondir sur les réponses des parents ou des particularités qui font que nous, on est spécialisé dans le double diagnostic à la base. Maintenant, on se spécialise aussi dans le trader on est spécialiste aussi dans l'autisme. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Et votre venue a été très, très intéressant. Mais tant mieux. Et nous a donné confiance en tant que professionnel. D'ailleurs, vous continuez, hein, c'est bien. On accueille des personnes qui sont passées par Andai. C'est une sacrée équipe. N'hésitez pas, on va faire aussi des appartements inclusifs. On essaie de trouver une formule qui contienne le syndrome. Personne atteinte du syndrome, pardon. Et enfin, voilà, on fait preuve d'énormément de flexibilité et chaque cas est différent. On a autant de solutions que de personnes atteintes du syndrome ou d'autres choses. Alors pourquoi, là je prends ma casquette parent, pourquoi il faut aller en Belgique? Votre structure est extraordinaire, nous on est revenus aussi emballés, ça a été réciproque. Pourquoi il faut aller en Belgique? Voilà. Ou en Allemagne, comme disait Elias. Bon, là, il y a un gros problème. Pardon? Alors là, je rentre pas dans les politiques. C'est sûr. Il y a des possibilités encore. Il y a encore des possibilités. C'est très compliqué, mais il y a encore, parce qu'il y a tellement de manques que... Selon les départements, et l'idée, c'est que ce soit vraiment le choix des familles. Voilà. Et c'est vrai que, je défends pas cette position du gouvernement, mais c'est vrai qu'il y a certaines familles pour qui c'était imposé. Et l'idée de ce moratoire, c'était d'empêcher les départs imposés en Belgique. Ceci dit, quand on tombe sur des structures comme le Petit Bonheur, ben, oui, ou le Petit Mathurin. Voilà. Il faut que ce soit, oui, je suis d'accord, il faut que ce soit choisi, parce que sinon c'est. Il faut que ça soit choisi, accepté, c'est une décision, hein, c'est sûr, hein, c'est un choix, une décision. Allez. Oui. J'ai juste une autre question très très large sur l'autodétermination. Comment on encourage l'autodétermination positive? C'est-à-dire qu'avec la prise de conscience de la maladie, souvent il y a un manque de projection positive sur ce que l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte peut faire, d'envisager les choses positivement et pas juste dans le négatif. Non, je ne peux pas faire ça, c'est une autodétermination. Je veux dire non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et c'est dans le négatif. Comment on peut encourager la projection positive? C'est une question très large. C'est une belle question. Parce que j'ai l'impression aussi que dans l'autodétermination, dans ce que je perçois, après c'est peut-être erroné, mais vous êtes toujours dans l'inquiétude de vous dire
qu'est-ce que je peux accorder comme liberté à mon enfant, à mon frère, etc., ou pas. Je dois prendre une décision, elle veut aller au cinéma tout seul. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que dans l'autodétermination, justement, c'est inclure la personne dans son projet. Donc, du coup, ce qui est très important, c'est de travailler avec, c'est-à-dire peser le pour, peser le contre avec elle, l'impliquer dans son propre cheminement, pour qu'elle comprenne que vous aussi vous la comprenez, que vous savez quelles sont ses faiblesses, donc vous allez parler librement avec elle justement pour dire voilà, on sait que si tu vas au cinéma, il peut peut-être arriver un moment où tu vas avoir envie de faire la manche pour accéder à la nourriture, mais librement. Et ensuite, c'est justement l'inclure pour lever ses freins. Et donc, les freins, s'ils sont dans la manche, eh bien, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ensemble pour que ça n'arrive pas. Donc, du coup, ça peut être tout simplement mesurer le temps qu'il faut pour aller jusqu'au cinéma et se dire, mais, si tu as le cinéma à 10 heures, la séance, mais si tu as que pour un quart d'heure, tu démarres en moins le quart, tu m'envoies une photo pour me montrer que tu es bien au cinéma. Donc, essayer de cadrer au maximum les choses pour limiter au maximum les risques. Et à ce moment-là, lui donner une confiance et accéder justement à toute la partie pourquoi je veux ça, parce que ça va me procurer cette sensation. Voilà. Donc, justement, la question, c'est plutôt quand il y a un refus d'exprimer ce qu'elle veut. Ouais. En fait, Ouais. quand le dialogue, voilà, enfin, quand c'est je veux rien, tout le temps, et tout ça, en fait. C'est en fait, c'est un manque d'expression des envies ou des désirs, de ce que vous dites. Ils ont du mal à formuler ça. Après, c'est arriver à se baser sur les capacités, les qualités de la personne qu'elle a forcément. Bien sûr. De ce qu'elle sait faire. Et c'est vraiment, enfin, dans l'autodétermination, il y a beaucoup, quand même, sur la valorisation de ce que la personne sait faire, hein. C'est ça, l'autodétermination, entre guillemets, positif, c'est s'appuyer sur et puis, l'autodétermination, c'est se connaître aussi. Donc, c'est apprendre à la personne à se connaître, ce qu'elle a vraiment envie, enfin, ce que vous dites, mais c'est arriver à la faire s'exprimer sur ses désirs et mais parfois, c'est vrai que l'expression, elle peut être un peu pauvre. Oui. Après, il y a des outils, hein, pour ça, mais. Parce que par rapport à apprendre à se connaître, c'est vrai que du coup, moi j'essaye vraiment avec à la fois en séance de en petit groupe, en éducation thérapeutique et en individuelle, j'essaie vraiment d'accompagner les personnes à ce qu'elles fassent attention à ce qu'elles ressentent. Donc au travers d'outils, c'est d'apprendre d'abord à reconnaître ce qui se passe pour moi. Pourquoi je ressens ça, à quel moment, qu'est-ce que je peux faire dans ces moments-là, et de quoi j'ai besoin, et à qui je le dis, comment je le dis. Mais tout ça, c'est long, c'est compliqué. Et si du coup la personne, elle se connaît mieux, elle se comprend mieux, elle va être plus en mesure de dire ce qu'elle veut. Ce qu'on observe, c'est que du coup, là où habituellement les personnes, elles ont plutôt tendance à inhiber ou refouler les émotions désagréables, parce que ça les amène dans des choses qu'elles n'aiment pas, donc elles étouffent, et au bout d'un moment, il y a une explosion qui se fait, parce qu'il y a un trop-plein, et du coup, ça amène des problèmes. C'est souvent le fonctionnement avec lequel les personnes arrivent. Le fait de participer à ces ateliers, finalement, il y avait des parents qui me disaient mais c'est pas si bien parce que du coup ils disent tout le temps tout ce qui va pas et du coup ça explose tout le temps et alors oui mais bon ça explose peut-être plus mais ça dure moins longtemps et finalement ça va mieux quand même. Bon donc en fait il y a une conscientisation qui se fait au fur et à mesure en prenant conscience. Du coup c'est vrai ils disent beaucoup plus du coup. Je suis pas d'accord, je me sens pas bien, c'est pas ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça. Du coup, c'est un peu embêtant aussi pour l'entourage parce qu'il faut y répondre. Du coup, hein. Donc, comment on est prêt aussi à partir de ce moment-là à y répondre ou pas, c'est le bon moment ou pas, enfin, on accompagne un peu tout ça. Mais pour pouvoir s'autodéterminer, il faut se connaître un petit peu. Et c'est vrai que voilà, c'est long comme processus. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir le commencer petit, ce travail autour des émotions, pour voilà, que ça puisse évoluer aussi en fonction de la maturité, de la compréhension, qu'il y ait des outils simples qui peuvent être à la fois utilisés à la maison, mais dans les établissements, dans les écoles. Moi, je pense vraiment, après, en dehors même hein, du handicap,
c'est un outil de connaissance de soi qui est nécessaire pour pouvoir se déterminer, faire attention à nos désirs, à avoir conscience aussi à certains moments, ben, c'est ça que je voudrais maintenant, c'est mon désir maintenant, mais après ça va être autre chose. Enfin, c'est une réflexion de tout le temps en fait. Hein, nous l'avons beaucoup vécu avec Maya, justement, depuis plutôt jeune. C'est très important que cette communication, quand il y a quelque chose qui ne va pas, bon, parlons-y, parlons ensemble, et comment faire mieux. Et même maintenant, parfois, Maya me dit, mais il y a telle personne, quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, Maya, pour tous, pour nous tous, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et pour nous tous, il y a des situations qui sont très difficiles. Et c'est pas seulement pour toi, mais il faut toujours essayer de chercher et voir comment faire mieux, et laisser le temps, observer, et tu te référer à d'autres personnes si avec cela ça ne va pas trop, et prendre ton temps. Et peut-être la communication, c'est hyper important. Bien sûr. Nous avons très bien communiqué. Oui, je voulais commenter ce qu'avait dit Mabel tout à l'heure à propos du petit couple Yanis, Maya. Ils sont adorables. Moi, je les ai reçus chez moi parce que elle a 3 cousines qui se sont mariées récemment, 3 cousines qui ont vraiment son âge. Et donc, nous avons reçu, ça s'est passé chez moi, où j'ai une fille, et nous avons reçu Yannick et Maya. Alors, c'est pour rire un peu, je vous assure, la première fois qu'ils sont arrivés avec une tente, parce que les jardins sont grands, et on avait dit, les jeunes, vous couchez sous la tente. Donc, ils sont arrivés avec une tente minuscule. Et Yannick mesure 1m80 et des poussières. Alors, c'est fou, hein, la différence. Mais voilà, nous avons tous accepté dans la famille ce petit couple adorable. Il est vraiment Yannick, est gentil comme tout. Et c'est vrai qu'on souhaite tous qu'ils puissent avoir un lieu de vie ensemble, tous les deux. Parce que ça fait 2 ans que ça dure, 2 ans et plus. Et vraiment, on se dit, ça serait bien qu'on puisse trouver un lieu de vie. Alors, vous avez, vous, l'association, Fraterniser, monter quelque chose en Meurthe-et-Moselle. Je crois que vous avez un lieu bien spécifique. On ne peut pas relancer des opérations de ce genre. Non, enfin nous non, et puis il n'y a plus aucune possibilité. Il n'y a plus aucune possibilité de ce niveau-là. On a eu une chance extraordinaire. En même temps, je crois qu'il faut inventer autre chose, c'est tout. Mais il faudrait, je sais, à chaque fois qu'on fait une formation, je peux vous dire, dans toute la France, les familles concernées nous font savoir qu'ils postulent pour le CERMES, pour dire le nom de cet établissement. C'est vrai que tous les parents en rêvent. Ceci dit, est-ce qu'un couple serait heureux? Je crois pas. Voilà. Bah oui, bien sûr. Pour ça, je dis, est-ce que c'est... Prends le micro, Nicole, merci. Ma fille, donc, est au CERMES et elle a une amourette avec un Grégory que tout le monde enviait parce qu'il est beau, il est gentil, il est intéressant, intelligent, il a un maximum de capacité d'autonomie. Et le problème, je crois, il faut être lucide sur l'affectivité de nos frères oui. Ils ne sont pas comme, ils ne sont pas, les petits frères, c'est pas sur le même, ils ont une grande différence, comme ils ont une différence au comportement alimentaire. Et par exemple, ma fille a eu le cesse de me surveiller son Grégory, à pourquoi d'en être obsédée. Et Grégory m'a dit, mais tu sais, elle m'angoisse terriblement, que ça a cassé, parce que d'abord il y a ma concurrence. À mes hommes, il y a la concurrence aussi. Donc, les premières années, tous les deux, ils ont 4 ans. Mais il y a de la concurrence à l'ESA, il y a de la concurrence sur place. Et ma fille, en devenait malade, elle n'en dormait plus, elle m'en avait plus pour me dire son ego. Parce qu'elle me dit, il allait voir l'heure, parce que là, ça va pas.
Attends, Nicole, il va répondre, Grégoire. Alors, j'aime pas vous, mais... Non, c'est bientôt l'heure d'arrêter. Mais on a entendu ce que tu dis. Hein. Non, j'aimerais juste peut-être soulever deux réflexions un peu globales. Pour conclure. À partir de ce que vous avez dit, pour conclure. Hein. La première, c'est quand même, il y a beaucoup de caractères un peu normatifs. Hein. On se réfère beaucoup à ce que c'est que le désir normal amoureux, le désir normal d'un projet de vie, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire, voilà. à quoi ça correspond pour ces jeunes gens. Et ça va aussi de pair, je trouve, par rapport à l'autodétermination, notamment professionnelle. Hein. Il y a beaucoup cette idée-là, hein, qui est latente quand même dans le discours politique, hein, d'une inclusion par le travail, hein, comme source d'épanouissement notamment. Et je crois qu'on peut être heureux par d'autres façons notamment. Hein, de se le figurer aussi. Il y a des jeunes gens dont on s'occupe qui sont parfaitement heureux en étant dans une activité associative, en faisant des choses où ils se sentent utiles, et on peut être utile et heureux. Alors moi je dis toujours, ça fait cuit les petits oiseaux, mais l'objectif c'est d'être heureux, hein, en soi, et pas forcément en travaillant. C'est un petit peu ça. Voilà, j'ai en tête un jeune, mais lui il est heureux parce que il promène les chiens du quartier. Voilà, voilà, et ça, il a cette place-là, et ça lui fait extrêmement plaisir, et ça le valorise. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce matin, on a vraiment séquencé par tranche d'âge, par force des choses. On peut dire des choses ici avec vous qu'on ne peut pas dire à la salle d'à côté, c'est la réalité aussi, parce que je crois que le mur, des fois vous l'êtes pris déjà le mur. Et je crois qu'il y a aussi cette place-là de père à père, père, P-A-I-R, c'est pas le père et les mères, hein, mais de communiquer, comment réussir à communiquer aussi, parce que quand on est dans notre place en tant que soignant, des fois, on va comme se profiler des catastrophes, quoi. Et la question se pose, hein, jusqu'où on laisse aller, comment est-ce qu'on fait. Et je pense que par aussi sans alerter, sans effrayer les jeunes parents qui sont à côté, c'est pas le but. Même, je sais pas sous quelle forme on peut communiquer, mais pour avoir ce regard qui soit pas trop normatif de il faut que mon enfant aille à tout prix jusqu'au bac, ou fasse des études, ou fasse ci, ou ait le permis, parce que peut-être qu'il n'y arrivera pas, peut-être que oui, mais comment réussir aussi à tempérer ça. Alors, je pense que moi je conclurai sur ça, sur les professionnels, les institutions, mais aussi les familles. Et je pense que la place de l'association, tu parles de date de péremption, ça fait longtemps que je suis là, mais j'espère que les nouvelles générations, comme ils se nomment, et les parents de nouvelles générations seront en mesure de s'impliquer, peut-être un peu différemment que par les réseaux sociaux. Il faut. Et plus aussi en présentiel avec du lien direct. Voilà. Merci Grégoire. C'est une belle conclusion. Il y a une question. Alors, il y a encore une question, puis après on va manger, parce que sinon vous aurez moins de temps pour manger et discuter entre vous aussi. Voilà. Dernière question. Dernière question. Ouais. Au vu de ce que j'ai entendu, je voulais juste signaler une petite chose. C'est que moi j'ai un petit truc, par exemple, qui marche très bien. C'est il est libre dans la rue et on fixe le schéma du parcours. Il a le droit d'en avoir plusieurs. D'abord, il faut qu'il le dise avant. Et deuxièmement, c'est le téléphone portable. C'est-à-dire, je dis, à tel endroit, tu pars, tu fais bien. À tel endroit, tu m'appelles, tu fais bien. Et comme ça, je connais le parcours. Et si je vois qu'il dérive, je regarde le poids le lendemain. Et si ça a augmenté, il est tenu d'en parler pour me dire s'il a craqué ou pas. Mais ce qui marche bien, c'est qu'en fin de compte, c'est le prix de la liberté, c'est de téléphoner. Alors, il a trouvé des stratégies. C'est par exemple, il va répondre au téléphone et lui dire qu'il y a de la bruit dans la rue. Bon, c'est très bien, ça marche. Mais ça marche une fois. Parce que la fois d'après, tu dis, il y a deux solutions. Tu fais comme moi, parce que là, je le gère en vous écoutant. Comme ça, t'entendras. Il n'y a pas de souci. Alors, à force, si tu me paraît tellement acculé qu'il se dit, la liberté, c'est de faire ce qu'on dit. Parce que ça passe pas sinon. Et tester, parce que ça marche. Il faut avoir beaucoup d'humour. Il ne faut surtout pas s'énerver. Ça fonctionne. Alors, les stratégies de récupérer de l'argent, des choses comme ça, non, il a trouvé d'autres stratégies, c'est plus bon pour tout le monde qui le connaît. Donc, il perd du temps. Quand il perd du temps, il explique. Il dit, on ne respecte pas les horaires. On revient un peu de sujet. Et ça marche. Je peux vous dire que ça marche. Il faut essayer. Bon, c'est ça. Le deuxième sujet, c'était les valeurs fondamentales. J'ai eu la chance et la malchance, mais quand j'ai eu des jumeaux, j'en ai un qui a la maladie, l'autre qui l'a pas. Donc, j'ai pu comparer en permanence, alors il ne faut pas les comparer.
mais ça m'a servi de point de repère. J'ai considéré que le respect de la personne, c'était la première valeur fondamentale. La bienveillance, l'écoute. Et à partir de là, on trace un tronc commun d'action. Et après, on cherche à rencontrer les bonnes personnes. Et ça, c'est un autre sujet. Et il y a une autre chose aussi, c'est que par exemple, les dangers qu'il y a, puisque la vie sont des risques et des dangers et des combats, c'est que le fait que cette société est en pleine mutation sociétale et qu'en plus il y a énormément de violence, il faut aussi trouver un bénéfice-risque dans les dangers, qui sont face non pas à sa maladie, mais face à l'extérieur. Voilà. Mais en fin de compte, à la finale, on finit par s'en sortir. Et quand la personne connaît tous les gens du parcours, il y a toujours une aide charitable pour l'accompagner. Quelques minutes, c'est tout. Il a été adressé dans la rue, la personne l'a pris par le bras et elle lui a dit, tu ne me connais pas, mais suis-moi et tu restes avec moi et donne-moi ton prénom. Voilà. Et ça finit par marcher. Mais l'histoire du téléphone, je peux vous dire que ça marche. D'accord. Vous allez compris. Bon. Voilà. Bon, on en parle l'année prochaine pour ceux qui auront essayé. Bon appétit. Alors,